Saga présente Blood Witch de Léna Jomaé, lu par Marie Lamarque. Livre 1, prologue. Il était une fois dans le magnifique pays de Tout va bien, un roi et une reine qui régnaient sur leur peuple dans la joie, le bonheur et la prospérité. Leur amour était tellement fort que, peu de temps après leur mariage, la très belle reine Aria donna naissance à une petite fille d'une grande beauté, la princesse Erika. La vie de la famille royale se poursuivit comme dans un rêve. La princesse grandit et devint une jeune femme aussi belle qu'intelligente. Le peuple l'adorait, et chaque année, son anniversaire était célébré dans tout le pays. Ce jour-là, tout le monde arrêtait de travailler et se retrouvait dans les grandes salles communales pour manger, danser jusqu'au bout de la nuit. La vie était très douce dans le pays de Tout va bien. Par un bel après-midi d'hiver, alors que son 22e anniversaire approchait, la princesse décida de se rendre dans la forêt, bordant le château, pour cueillir les branches de houx qui orneraient les tables de son grand dîner. Bien emmitouflée et accompagnée de son fidèle compagnon à quatre pattes, elle s'enfonça sous les arbres qu'il avait vus grandir. Il faisait magnifiquement beau ce jour-là. Une belle couche de neige recouvrait les champs. Mais sous l'abri des arbres, l'herbe était sèche et d'un vert flamboyant. Alors que son panier commençait à être bien rempli, Erika, qui, comme à son habitude, fredonnait de sa voix enchanteresse, se tut. À ses côtés, les oiseaux qui lui tenaient compagnie depuis plusieurs minutes s'envolèrent. Elle n'avait pas rêvé. Un cheval approchait au galop. Elle se tourna dans la direction du bruit et bientôt, un magnifique destrier se présenta sur le chemin. Il était d'un blanc immaculé. Sur son dos était juché un jeune homme en tenue d'apparat. Dès que leurs regards se croisèrent, la terre s'arrêta de tourner. Le cœur de la princesse s'emballa et ses mains se mirent à trembler. Le jeune homme sauta majestueusement de son cheval et vint se placer face à elle. Puis, il posa un genou à terre. « Ah non, merde, je me suis trompée d'histoire. Voici donc la vraie histoire de la princesse Erika. » Chapitre 1. Un double de ce que vous avez de plus fort et sans glace. J'ai une journée pourrie. Je levai les yeux au ciel, puis sans me retourner, me saisis de la bouteille de Jack Daniels posée non loin de moi. Je devais entendre cette phrase au moins 20 fois par jour. Celle-là et aussi « Eh ben, poupée, qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait dans ce trou à rats ?» J'attrapai un verre, versai une bonne rasade de whisky, puis pivotai sur moi-même pour faire face à mon client. Mon regard se heurta à un torse caché sous un t-shirt noir. Un t-shirt, sérieusement. Il devait faire pas loin de 0 degré dehors. Mes yeux remontèrent le long de son buste, de son cou, pour arriver jusqu'à son visage et à ses yeux. Il était vraiment grand. Bon, d'accord, je n'étais pas immense, mais il me dominait largement. Je plaquai un sourire sur mes lèvres avant de déposer le verre devant lui. « Tenez, ça va vous réchauffer, et j'espère que votre journée vous paraîtra un peu meilleure après ça. » Sans attendre de réponse, je me retournai afin de me remettre à mon essuyage de verre. « Merci, Erika. » Je restai la main en suspens, le torchon à quelques centimètres du verre que je tenais dans l'autre. Comment connaissait-il mon prénom? Ça faisait maintenant des mois que je ne portais plus de badge. Justement, pour éviter au gros lourd de faire trop ami-ami avec moi. Et je ne me rappelais pas l'avoir déjà vu ici auparavant. J'avais pourtant une mémoire visuelle impressionnante. Je lui fis face d'un bloc. Et... rien. Il n'était plus là. À côté de son verre vide trônait un billet de 10 $. Je haussai les épaules, pris le billet, encaissai la consommation et planquai la monnaie au fond de ma poche. Il n'y a pas de petites économies. J'étais tout de même étonnée de sa disparition soudaine. En règle générale, au pub, ceux qui obtenaient mon prénom s'accrochaient à moi comme des abeilles à un pot de miel. J'aurais pu vous parler des mouches, mais vu ce à quoi elles s'accrochent, ça n'aurait pas été très flatteur pour ma petite personne. Je secouai la tête et me remis à la tâche. La petite pendule accrochée au-dessus du bar affichait 1h45. D'ici un quart d'heure, je pourrais fermer. Je laissai mon regard glisser sur la salle.
Elle était pratiquement vide, ce qui était étonnant pour un jeudi soir. Il ne restait que des habitués, et pas les plus bruyants. La fermeture s'annonçait sans encombre. J'aimais vraiment cet endroit. L'ambiance tamisée, les vieilles tables et le long bar en acajou, les petites suspensions vertes en métal qui descendaient au-dessus de chaque table. Tout ici me faisait penser à un bar clandestin durant la Prohibition, jusqu'aux affiches de New York en noir et blanc qui couvraient les murs. Le téléphone me fit sursauter. Ce devait être Tom, mais le vieil appareil à cadran qu'il affectionnait tant n'affichait pas les numéros. « Allô, Erika ? Non, ici le Père Noël. » Malheureusement, Erika est en train de danser toute nue sur les tables en se recouvrant de tequila. Et bordel, ce qu'elle est douée. Puis-je prendre un message ? Silence à l'autre bout. Tom et moi n'avions décidément pas le même humour. Je soupirais. « Tom, à quoi cela sert-il que tu m'emploies si c'est pour m'appeler toutes les nuits avant la fermeture ? À ton âge, tu ne devrais pas être au lit. Ça sert à payer tes études. » Un point pour toi. Comment s'est passée la soirée ? Comme un jeudi soir. Rien à déclarer. Les habitués et un type bizarre qui a disparu aussi rapidement qu'il est apparu. D'accord, je te laisse, rentre bien et fais attention dans les rues toute seule. Quand comptes-tu acheter une voiture ? Tom, la bonne question serait quand comptes-tu passer le permis ? Oui, si tu veux. Alors ? Une nouvelle fois, j'expulsai l'air de mes poumons. Pour la 10e fois, je n'en sais rien. Je me trouve déjà assez bien dangereuse en tant que piéton, alors en voiture. Je laissai ma phrase en suspens. Il me connaissait, je n'avais rien besoin d'ajouter. À samedi, Erika, profite bien de ton vendredi. Ouais, Sabrina sera là ? Oui, elle fera la fermeture avec toi. Bonne nuit. Sur ces paroles, il raccrocha. Je regardais le combiné un moment. Il faudrait qu'un jour je lui apprenne à clore une conversation de manière un peu moins abrupte. Alors que je reposais le combiné sur son socle, les 3 derniers clients s'approchèrent de moi. L'un d'entre eux me tendit sa carte bleue, et je m'empressai d'encaisser leur consommation de la soirée. La journée avait été longue, et j'étais pressée de rentrer chez moi. « Bonne soirée les garçons, on vous voit ce week-end ?» Le grand blond acquiesça. Bien entendu, comme d'habitude. Je me retins de lever les yeux au ciel. Je ne voyais pas ce qu'il y avait de formidable à être ici tous les samedis. Bon, pour moi c'était différent, j'étais payée pour venir. Et je ne nierais pas que l'ambiance était sympa. Mais tout de même, les gens n'avaient-ils donc rien d'autre à faire que d'écumer les pubs ? Je tuerais pour pouvoir rester chez moi plusieurs soirs d'affilée, avec pour unique but compter le nombre de pétales de blé dans un paquet de céréales. Ou réviser mes partiels. Sur un dernier signe, les 3 mousquetaires, qui eux n'étaient pas 4, quittèrent la salle, me laissant seule. Je montais le son de la chaîne et me déhanchais en donnant un dernier coup sur les tables et au sol. Si quelqu'un avait osé passer la porte à cet instant, j'aurais été obligée de l'assassiner, pour être certaine qu'il ne parlerait pas de ce qu'il avait vu. Une fois le nettoyage terminé, j'attrapai mes affaires et j'éteignis la guirlande qui ornait le pourtour du bar, seule entorse consentie par Tom à la décoration de Noël. Il avait perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture quelques années plus tôt. Et depuis, il avait tiré un trait sur les fêtes de fin d'année. Avec le temps, j'avais réussi à le faire sortir un peu de sa bulle, et c'était la 2e année qu'il acceptait que je décore le bar. Je ne désespérais pas. Un jour, il installerait un sapin. Tom et moi nous connaissions depuis 4 ans. J'avais atterri un soir dans son pub, après une rupture difficile. Je venais tout juste de m'installer en ville, et mon petit copain de l'époque n'avait pas supporté que je quitte notre trou paumé pour poursuivre mes études ici. Il avait débarqué un samedi, me sommant de rentrer chez mes parents, essayant de me prouver par A plus B que les études littéraires que j'avais projetées ne me serviraient à rien, tout en m'expliquant bien sûr que ce n'était pas comme ça qu'il envisageait notre avenir. J'avais réussi, après plusieurs heures, à lui faire comprendre qu'à 18 ans, il était hors de question que je m'installe avec lui et que je reste à la maison à l'attendre en élevant notre marmaille. J'avais enfoncé le clou en lui précisant gentiment que ce n'était d'ailleurs pas du tout ce à quoi j'aspirais dans la vie, et qu'il ferait mieux de se trouver une bonne petite poule qui serait ravie de pondre pour son bon plaisir. Il était parti en cassant tout dans ma minuscule chambre étudiante. Je m'étais retrouvée seule et vidée. Nous étions ensemble depuis 2 ans, mais je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là.
Il ne s'était même jamais opposé à mon départ. Tom m'avait écouté parler pendant des heures. Mais au lieu de me donner des conseils, il m'avait proposé un poste de serveuse. Étudiante en mal d'argent, je m'étais empressée d'accepter. Depuis, je travaillais au Barbu 4 soirs par semaine. Vous noterez l'humour de Tom. J'avais failli me faire pipi dessus la première fois que j'avais vu le nom de son bar. Et encore plus lorsque je l'avais découvert, lui, avec son éternelle barbe de plusieurs jours. Il approchait bien les 45 ans. De taille plutôt moyenne, il était brun grisonnant, des yeux bleu-gris chargés de tristesse. Et était bel homme. Il paraissait toujours bourru. Mais c'était une façade. En réalité, il avait un cœur énorme. J'étais ravie qu'il m'ait accueillie dans sa vie. Il occupait dans mon monde la fonction que mes parents ne pouvaient plus complètement remplir suite à mon installation à plus de 700 kilomètres de chez eux. J'enfilais mon manteau, mon écharpe, mes gants, mon cache-oreille. J'étais fin prête pour affronter le froid. Je détestais vraiment l'hiver à Ithaca. Heureusement que les fêtes de Noël venaient égayer tout ça. J'éteignis les lumières de la salle et poussai la porte pour sortir. Le vent froid me cingla le visage. Les bourrasques soulevaient des mottes de neige qui venaient s'accumuler sous le porche. Je fermai rapidement la porte et le rideau métallique, puis pris la direction de mon petit appartement, rentrant la tête dans les épaules dans l'espoir d'avoir moins froid. Les rues étaient vides, la neige était à peine recouverte d'empreintes de pas. J'avais beau ne pas aimer l'hiver, j'adorais quand même ces moments-là. La ville la nuit, sous la neige, seulement éclairée par intermittence, au rythme des lampadaires, créant sur cette toile blanche de petits halos dorés. Les immeubles autour me paraissaient tout de suite moins hauts, moins gris, le bitume moins triste, les bancs moins décrépits. La neige avait le don de recouvrir de magie tout ce qu'elle touchait et le rendait tout de suite plus féerique. Les bruits aussi semblaient irréels, comme étouffés, entourés de coton. J'aimais entendre le bruissement de mes pas dans ce manteau blanc, à la place du claquement habituel. Je pestais pour ce qui devait être la 50e fois de la journée contre mes chaussures à talons lorsque je me tordis la cheville sur un caillou caché dans l'épaisseur blanche. Habituellement, j'emportais avec moi mes baskets pour me changer dès le service terminé. Mais vu l'état des trottoirs, je ne suis pas certaine qu'elles seraient arrivées indemnes à destination. Au moins avec mes bottes, j'étais au chaud et au sec. Malheureusement, j'avais aussi les doigts de pied écrasés, les talons meurtris, les voûtes plantaires en compote. Je bénirais l'homme ou la femme qui inventera des chaussures à talons dans lesquelles nous nous sentirons enfin vraiment bien. Non, parce qu'il faut être clair, lorsqu'une femme dit qu'elle est bien dans ses chaussures, c'est juste pour préciser qu'elle ne lui mette pas les pieds en sang. J'arrivais rapidement en bas de chez moi. Grâce à ce que me payait Tom, ce qui me semblait toujours trop pour ce que je faisais, et à ma bourse d'études, j'avais pu dégoter un appartement à 10 minutes à pied du pub et à 20 minutes de bus de la fac. Il n'était pas très grand, mais avait l'avantage de posséder une chambre séparée et un petit balcon qui donnait sur une cour intérieure, et sur lequel j'avais pu expatrier la caisse du seul homme de ma vie, mon chat. Alors que je m'apprêtais à mettre la clé dans la serrure de la porte de l'allée, une lueur dans la ruelle qui longeait mon immeuble attira mon attention. Un homme était appuyé contre le mur de l'immeuble voisin. Un homme en t-shirt. Mais que faisait-il là, celui-là? Et surtout, pourquoi n'était-il pas en train de mourir de froid, tout bleu et congelé? Il sortit de l'ombre quand il constata que je l'avais remarqué. « Rebonsoir, Erika. » Sa voix chaude me fit frissonner. Je n'étais pas du genre froussarde, mais lui me filait carrément les jetons. Je le détaillais de la tête aux pieds. Comme j'avais pu le constater un peu plus tôt au Barbu, il était très grand, blond, aux yeux noirs, les traits fins, franchement bien bâti. Inconsciemment, je me passais la langue sur les lèvres et me donnais immédiatement une claque mentale. Ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire la nuit, isolée face à un homme que l'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Je me raclai la gorge avant de répondre. « Oui ?» Au fond de ma poche, je me saisis de mon téléphone en espérant que le dernier numéro appelé n'était pas celui du pizzaiolo du coin. Il me sourit.
Pardonne mon intrusion, mais je dois t'informer de choses importantes. Je levai les sourcils tout en les fronçant, exercice beaucoup moins évident qu'il n'y paraît, puis lançai. Mais encore? Il fit un geste vers la porte. Est-ce que nous pourrions entrer? J'ai peur que tu attrapes froid. Pour le coup, je le regardai interloqué. Ce n'est pas moi qui me promène en petite tenue alors qu'il neige. Il fixa ses bras nus quelques secondes. Moi, ça va, je ne crains pas le froid. J'enfonçai la clé dans la serrure et ouvris la porte. Eh bien, écoute, Robocop, je suis ravie pour toi, mais moi, oui. Il est 2h30 du matin, je suis fatiguée, et je n'ai pas pour habitude d'inviter des inconnus chez moi. Donc, si tu as quelque chose d'intéressant à dire, fais-le ou rentre chez toi. Il m'observa, amusé, en ayant le culot d'ajouter avec un petit sourire en coin. Tu lui ressembles tellement. Elle serait très fière de toi. Il approcha la main de mon visage, la laissant retomber à quelques centimètres de mes cheveux lorsque je reculai précipitamment. Tu as les mêmes cheveux bruns et les mêmes yeux noirs qu'elle. Son regard se voila de ce que je crus déceler comme étant de la mélancolie. Je plissai les yeux. Bravo, tout cela est bien énigmatique, mais je ne suis pas intéressée. Ton temps est écoulé, je te souhaite une bonne soirée. J'entrai prestement dans l'allée en refermant la porte derrière moi. Il ne semblait pas vraiment dangereux. Vu sa carrure, s'il avait voulu me faire du mal, il n'aurait pas eu besoin de me faire la causette. Malgré tout, il ne m'inspirait pas confiance. Allez savoir pourquoi. Nous, les filles, nous nous méfions des hommes qui nous attendent en bas de chez nous pour nous raconter des trucs étranges. Je le contemplais encore quelques secondes à travers la vitre sans teint de la porte. Il s'était reculé pour prendre appui contre le lampadaire qui faisait face à l'entrée et était de nouveau concentré sur son téléphone. Grand bien lui fasse s'il voulait passer la nuit ici. J'aviserais le lendemain s'il était encore là. Je montai les marches des escaliers 2 par 2, ce qui peut sembler un effort surhumain quand on habite au 10e étage, mais qui s'avère tout de suite moins glorieux lorsqu'on est au premier. Puis ouvris ma porte d'entrée. Je fus accueilli par les miaulements de contrariété de Monsieur Pitot, le plus malheureux des chats de toute la terre entière. Si, c'est ce que voulaient me dire ces miaulements intempestifs. Je le pris dans mes bras, tout sourire, et me mis à lui gratter la tête. Instantanément, ces miaulements se transformèrent en ronronnements, et j'éclatai de rire. Tu n'es pas difficile à contenter, mon Pitot. Si tous les hommes pouvaient être comme toi. Je le déposai sur le canapé, sans oublier de lui caresser le ventre au passage. Enfin, je m'écroulai dans mon lit. Décidément, certaines personnes étaient vraiment dérangées. Chapitre 2. Je déambulais dans un désert brûlant. Le soleil sous mes pieds était tellement chaud qu'il m'échauffait à travers mes kickers. Un vent suffocant soufflait suffisamment fort pour me faire courber l'échine afin de me protéger des nuées de sable. Je mis ma main en visière pour regarder aux alentours. Je ne distinguais rien à plus de 3 mètres. Mais cela ne m'inquiétait pas. J'étais incroyablement sereine, alors qu'en temps normal, dans une situation pareille, j'aurais disjoncté depuis bien longtemps. J'avais l'impression de savoir exactement où j'allais. Alors je continuais à avancer. Une butte se dressa tout à coup devant moi, et j'entrepris de la gravir. Mes pieds dérapaient à chaque pas. De la sueur glissa le long de mon front pour venir se perdre dans mes yeux. Je m'essuyais d'un geste impatient, mais cela ne fit que me piquer plus fort. Chaque respiration était difficile, me brûlait les poumons, mais j'avançais. Mes muscles étaient douloureux, mes oreilles bourdonnaient. Toutes les parties de mon corps me hurlaient de m'arrêter. Mais je continuais. Lorsque j'arrivais au sommet, je me redressai, portant les mains à mon dos fatigué. Tout à coup, le vent tomba. Devant moi, à perte de vue, je distinguais du sable, rien d'autre que du sable. Je fis un tour sur moi-même. Le paysage était identique dans toutes les directions. Du sable. J'eus un petit sourire et je secouai la tête. Cet endroit était bien étrange. Je fis un pas en avant pour attaquer la descente. Ma botte s'enfonça dans la neige.
Le froid me saisit et je resserrai les pans de mon manteau autour de moi. Les nuages au-dessus de ma tête étaient menaçants. La tempête n'était pas loin, et la nuit tombait. Je réussis tant bien que mal à extirper ma botte, et mon pied, c'est mieux, de la crevasse dans laquelle elle s'était enfouie, et fis un nouveau pas. Ce coup-ci, je m'enfonçai jusqu'aux genoux, et je regrettai immédiatement de me promener en leggings. Quelle idée de se fringuer ainsi, quand on doit affronter une montagne de neige! Je me maudis intérieurement, tout en tirant avec mes mains sur ma jambe pour la sortir de sa prison glacée. Une fois que ce fut chose faite, je me stabilisai et regardai autour de moi. J'étais au milieu d'une clairière. Tout autour de moi, je distinguais des sapins et rien d'autre. Rien. Pas une maison, pas un abri, pas même une trace de quoi que ce soit dans la neige. Je haussai les épaules, ça n'avait pas d'importance. Au fond de moi, je savais que je devais aller tout droit. Je repris donc ma route, m'enfonçant à chaque pas un peu plus dans le manteau neigeux. Le trajet me parut prendre des heures. Mais enfin, j'atteignis la lisière de la forêt. Ici, la couche de neige était moins importante, sans doute protégée par les arbres, et c'est avec plaisir que je pénétrai dans les sous-bois. Mon pied nu se posa dans l'herbe fraîche. Les brins d'herbe verts me chatouillaient la plante des pieds. Le soleil pointait tout juste à l'horizon. L'air embaumait les fleurs qui se réveillaient et les oiseaux pépiaient gaiement dans les branches. Un nouveau pas m'emmena à la limite des arbres et je la découvris enfin. Elle était assise, un peu plus loin, sur un tronc couché, et je savais qu'elle m'attendait. Je m'avançai en silence jusqu'à elle et pris place à ses côtés. Tendrement, elle m'attrapa la main, la garda au creux de la sienne, sans même me regarder. Nous restâmes, ainsi, de nombreuses minutes, sans rien dire, à contempler la nature s'éveiller. Le spectacle était tellement beau que les larmes montèrent à plusieurs reprises à mes yeux. Quand enfin j'osai rompre le charme, je me tournai vers elle. Elle fit de même. Elle était magnifique. Ses cheveux noirs étaient striés de blanc, ses yeux marrons, pleins de douceur et d'espièglerie. Son visage était marqué par les années. Elle porta sa main à ma joue et la tint en coupe plusieurs secondes. Une larme perla au coin de son œil droit et glissa le long de sa pommette. Une émotion intense me serra la gorge. J'étouffai un sanglot, mais ne pus retenir la goutte qui s'échappa de mon œil. Elle l'essuya de son pouce, puis me caressa la tempe. Enfin, elle prit la parole. J'eus l'impression que sa voix arrivait de partout en même temps. « Tu es tellement belle, ma fille. Tu es devenue une femme magnifique. Je regrette tellement de ne pas t'avoir vue grandir. » Ces simples paroles eurent raison de moi. J'explosai en sanglots. Je me rapprochai d'elle et elle me prit dans son giron. Mon cerveau ne savait pas qui était cette femme, mais mon cœur, lui, la reconnaissait. Il n'avait pas besoin de demander. Elle était, un point c'est tout. Lorsque les larmes se tarirent, elle me releva la tête de sa main pour me regarder droit dans les yeux. « Tu dois l'écouter, Erika. Il a des choses importantes à te dévoiler, des choses qui pourraient bien changer ta vie. » Je reniflai, m'essuyai les yeux et acquiesçai pour accéder à sa demande. Je ne savais pas au juste de quoi elle parlait, mais je ne voulais pas la décevoir. « Tu dois me promettre une chose. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois très attentive et prudente. Des événements que tu ne peux pas encore comprendre vont se mettre en place et tu dois faire attention. » Elle me fixa, attendant une réponse. D'une voix éraillée, je lui répondis « C'est promis, je ferai attention. » Elle hocha la tête, un grand sourire sur ses lèvres. « C'est bien, ma fille. Je sais que je peux te faire confiance. » Elle approcha sa main et la posa fermement sur ma nuque. Au moment où elle s'apprêtait à reprendre la parole, une douleur fulgurante me traversa entre les omoplates, et Madness de Muse se mit à retentir à travers les arbres. Je me réveillai en sursaut, Pitot couché sur mon dos, toute griffe dehors,
mon téléphone posé à quelques centimètres de moi me hurlant dans les oreilles. Je me saisis de mon portable, plus mollement que je ne l'aurais voulu, pour regarder qui avait l'insolence de me réveiller à une heure aussi indue. Isabelle. Je décrochais en essayant de mettre dans ma voix toute la hargne que j'éprouvais. Ça lui apprendrait. Raté pour le coup de la colère. Erika, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Il est bientôt 11 heures. Tu as déjà raté 3 heures de cours. Elle parlait tellement vite et tellement fort qu'un mal de tête sauta directement de mon téléphone à mon cerveau. Je le reculai de mon oreille pour le fusiller du regard, en regrettant que ce ne soit pas réellement Isabelle en face de moi, puis le mis en haut-parleur avant de le poser à côté de moi. J'en profitais pour éjecter Pitot qui ne s'était pas franchement calmé et qui menaçait de me labourer le dos à tout moment. D'ailleurs, il n'avait pas dû se priver car je commençais à ressentir des picotements au niveau de la nuque. « Isabelle, mais tu as vraiment un problème, ma pauvre fille !» Je découvris avec bonheur que ma chat Béranger avait décidé d'élire domicile dans ma gorge, et qu'en plus elle avait dû faire la fête toute la nuit. D'ailleurs, Isabelle eut aussi un doute, car pour la première fois depuis que je la connaissais, elle parut perdue. « Erika, c'est bien toi ?» Je me raclai la gorge avant de reprendre la parole et décidai d'être plus gentille. « Oui, c'est bien moi. » Il y avait du mieux dans la voix, mais ce n'était pas encore ça. « Tu comptes venir aujourd'hui? C'est le dernier jour de la semaine et il y a plein de soirées prévues. Je ne peux pas me décider si tu n'es pas là. » Je secouai la tête en souriant. Je comprenais mieux maintenant. « Ouf, à un moment donné, j'ai cru que tu t'intéressais à ma réussite aux examens. Je suis rassurée de voir que tes priorités n'ont pas changé et que tu ne sais juste pas où me traîner ce soir. » Deuxième victoire pour moi. J'arrivais à lui clouer le bec pendant plusieurs secondes. Par moments, j'ai du mal à savoir si tu es sérieuse ou atteinte. Je préfère penser que tu es atteinte. Ça me facilite grandement la vie. Je ne pus retenir un rire. J'adorais Isabelle, et elle me le rendait bien. Elle reprit presque aussitôt. « Bon alors, vers quelle heure tu penses arriver ?» Je me mis sur le dos et admirai mon plafond superbement lézardé. « Tu dis qu'il est bientôt 11 heures. Laisse-moi le temps d'émerger et de me préparer. Je serai là vers 13 heures. » Elle soupira. Je l'imaginais très bien en train de lever ses magnifiques yeux bleus au ciel, tout en entortillant une de ses mèches blondes autour de son doigt. « D'accord, très bien, mais dépêche-toi quand même un peu s'il te plaît. Nous devons sérieusement faire un point sur les soirées du week-end avant de nous décider. Je suis presque sûre que tu sais déjà où tu veux aller. Donc si pour une fois, tu ne faisais pas comme si j'avais une quelconque influence et que tu décidais sans moi. » Elle prit une voix offusquée. « Tu sais pertinemment que c'est faux, Erika. Je ne sais même pas comment tu peux dire une chose pareille. Tu devrais. » Je la coupai dans sa tirade en riant. « Moi aussi je t'aime, Isabelle. À tout à l'heure. » Je raccrochais. J'étais presque certaine qu'elle était encore en train de parler. Je restais encore quelques minutes allongée, l'esprit tourné vers mon étrange rêve de la nuit. Dès que je fermais les yeux, j'avais l'impression d'être à nouveau dans cette clairière, aux côtés de cette femme que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, et qui pourtant me semblait étonnamment familière. Lorsque mon cerveau réussit à me convaincre que je ne me rendormirais pas, je me secouais et me levais pour me préparer. Si je faisais trop mariner Isabelle, elle allait exploser. Et ce ne serait pas beau à voir, et sale. Je me dirigeais vers le coin cuisine tout en me grattant le cou. Ce satané chat ne m'avait pas raté. Je sentais des marques de griffures boursouflées sous mes doigts. Il faudrait que je désinfecte pour être certaine de ne rien attraper de moche. Je l'apostrophais. « Pitou, vilain matou, tu as beau être un chat de cirque, laisse-moi te dire que si tu recommences, je te transforme en peluche. Non mais tu as vu dans quel état tu m'as mise ?» Mon magnifique félin noir, égal à lui-même, me contempla du haut de l'armoire, me faisant bien comprendre qu'il faudrait déjà que j'arrive à l'attraper, puis me tourna le dos pour se rouler en boule. Je lui tirai la langue, réaction pour le moins puérile et inutile, surtout face à un chat, et qui plus est s'il vous tourne le dos, et me sortis un mug du placard. Toute bonne journée commence par un café digne de ce nom, accompagné d'une tartine de pain grillé couverte de la confiture de framboise de ma maman. Je vous assure, vous devriez essayer. Il n'y a rien de tel pour vous donner le sourire de bon matin, ou quelle que soit l'heure à laquelle vous vous levez d'ailleurs. Une fois le petit déjeuner englouti, je filai à la salle de bain pour me préparer. Une douche, un jeans et un pull plus tard, je vous passe les détails des sous-vêtements, ça n'a aucun intérêt.
j'étais fin prête à affronter la cohue de la fac. Je pris quand même le temps de jeter un coup d'œil aux blessures de guerre laissées par Pitot. Le peu que j'en vis ne m'inspira pas confiance. C'était rouge et enflé, et ça avait l'air assez étendu. Mais vu que c'était placé en haut de la nuque, c'était difficile à évaluer. Je demanderai à Isabelle de regarder dans la journée. C'était bien la première fois que Pitot me griffait, et le saligo ne m'avait pas raté. Armée du truc qui pique et de tout mon courage, je vaporisais directement sur la blessure, tout en effectuant la danse de la douleur. Moi, une chochotte, je ne vous permets pas. Puis, bien emmitouflée sous une couche hallucinante de protection qui me faisait quelque peu ressembler à Bibendum, je quittai mon appartement. Lorsque je descendis du bus, une demi-heure plus tard, une espèce de furie blonde me sauta dessus en me débitant tellement de mots à la seconde que mon cerveau court-circuita. Je levai les mains face à moi en signe de défense. « Isabelle, tu sais qu'il y en a qui se font tuer pour moins que ça !» Elle ne sembla pas remarquer mon interruption et continua sur sa lancée. Tout ce que je réussis à comprendre, en réalisant un effort surhumain pour ne pas décrocher, fut qu'elle venait de dégoter des invitations pour une soirée organisée par la fac de médecine et que Warren me cherchait. Ou peut-être était-ce Warren qui organisait une fête et la fac de médecine qui me cherchait. Au choix, je préférais la deuxième solution. Pour commencer, parce que les soirées organisées par les étudiants en médecine étaient un vrai piège, qu'on en ressortait rarement indemne. Et surtout parce que je n'avais pas du tout envie de voir Warren. Alors que la seconde solution, si Warren organisait une fête, je ne serais pas forcée de le croiser. Et j'étais vraiment curieuse de voir ce que me voudrait toute une fac de médecine. Un petit sourire se dessina sur mes lèvres. Mais Isabelle me fit revenir à la dure réalité. « Erika, bon sang, tu m'écoutes ou tu es encore dans tes délires ?»« Excuse-moi, tu sais où est Warren ?»« Je viens de le croiser à la cafétéria. »« D'accord, alors allons à l'opposé. » Elle leva les yeux au ciel, puis me retint par le bras, alors que je m'apprêtais à partir en direction des amphis. « Tu sais qu'il faudra que tu aies une vraie discussion avec lui, un de ces quatre. » Je fis la grimace et soufflai par le nez. « Isabelle, tu sais pertinemment que j'ai déjà eu des tas de conversations avec lui, et ça ne change rien. Donc maintenant, je change de tactique. L'esquive en est une comme une autre. Warren, grand, brun, les yeux verts, une carrure athlétique, le beau gosse par excellence. Capitaine de l'équipe de basket, il aurait pu à lui tout seul tomber toute l'équipe de cheerleaders du campus, et même tout en même temps s'il avait voulu. Mais allez savoir pourquoi, il s'intéressait à moi. Cela faisait maintenant 1 an que je l'envoyais promener. En douceur parfois, un peu plus violemment souvent, mais il continuait à s'accrocher à moi comme un nouveau-né au sein de sa mère. Ça faisait beaucoup rire Isabelle, mais moi ça commençait à me fatiguer. Oh, n'allez pas croire qu'il avait fait vœu de chasteté en m'attendant. Non, bien au contraire. Il débarquait régulièrement au barbu, pendant mes heures de service, au bras d'une nouvelle conquête, dans l'espoir de me rendre jalouse. À noter que tout ce cinéma était loin, même très loin de me conquérir. Plus le temps passait, plus je le trouvais pathétique. Je repris tout en me grattant la nuque. « Écoute, je ne comprends pas ce qu'il me veut. Enfin si, je ne suis pas débile, je sais ce qu'il me veut, mais je ne vois pas pourquoi il s'acharne. S'il ne saisit pas qu'il ne m'intéresse pas, je ne peux plus rien pour lui. À partir d'aujourd'hui, je préférerais vraiment l'éviter. » Isabelle fit la moue et frotta une tache invisible sur sa veste. Je pris ma grosse voix méchante pour lui demander. « Isabelle, qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Elle me regarda en se mordillant la lèvre inférieure. Signe qu'elle ne savait pas ce qu'elle pouvait ou voulait me dire, ou pas. Je grognais à nouveau. « Isabelle, je te préviens, si tu ne craches pas le morceau tout de suite, tu vas passer du statut de plus belle fille du campus à celui de déchet que l'on n'ose même plus regarder. » Elle rougit jusqu'à la racine des cheveux. Elle détestait quand je lui rappelais qu'elle faisait partie des plus belles filles de la fac. Mais c'était le cas. Non seulement elle était magnifique, mais en plus elle était intelligente. Heureusement que pour contrebalancer, elle était chiante à n'en plus finir. Autrement, elle aurait été détestable. « Ben, c'est que je crois bien qu'il était là quand on est venu me parler de la fête de ce soir. » Je la fusillai du regard. « Comment ça, tu crois bien ? C'est soit il était là, soit il n'y était pas. Ce n'est pas vraiment compliqué. » Elle m'attrapa la main et me regarda droit dans les yeux. « Oui, bon d'accord, il était là. Mais enfin, ce n'est pas comme si tu allais tomber sur lui à tout bout de champ.
La soirée sera à l'entracte. Le bâtiment est immense. Il y a plusieurs salles. Ce sera vraiment un manque de bol que tu le croises. » Elle me lâcha, croisa les bras sur sa poitrine, tout en continuant à me fixer de ses grands yeux bleus avec un air de chien battu. L'air auquel elle savait que je ne pouvais pas résister. Je levai les bras au ciel. « Tu exagères, Isabelle. Tu arrives toujours à me traîner dans des trucs impossibles. Je te préviens que s'il vient m'emmerder, tu te débrouilles avec lui. » Elle me sauta dans les bras, m'entraînant dans ses sautillements puérils. Malgré moi, je souris. C'était ça aussi, Isabelle. La joie de vivre à l'état pur, le besoin de faire la fête et une vraie gamine dans l'âme. Je l'adorais. « Bon, ça suffit maintenant. Viens, allons en cours. Tu ne m'auras pas réveillée pour rien au moins, » dis-je en grommelant pour la forme. Elle passa son bras sous le mien et nous prîmes enfin la direction des amphithéâtres, loin, très loin de la cafette. Plus je mettrais de distance entre lui et moi pour le reste de la journée, mieux ce serait. Nos 2 premières heures de cours de l'après-midi étaient consacrées aux auteurs romantiques du XIXe siècle. Le sujet me passionnait tellement que je faillis m'endormir à plusieurs reprises. Heureusement que je pouvais compter sur ma meilleure amie, Isabelle, pour me réveiller en douceur à grands coups de pied dans les tibias. Il faut dire que notre professeure, Madame Dacosta, était totalement flippante. Toujours de très bonne humeur, dans le cas où notre seul point de comparaison aurait été des hyènes, elle menait sa classe à la baguette. Personne n'osait parler, et j'étais persuadée que si Isabelle ne m'avait pas laissé m'endormir, c'était uniquement pour ne pas attirer l'attention sur notre coin de la salle. Après ces 2 heures, qui pouvaient rendre agréable n'importe quelle visite chez le dentiste, nous décidâmes, conjointement avec moi-même, d'arrêter les frais pour ce jour-là et de rentrer chez moi. Isabelle traîna des pieds au prétexte qu'elle n'avait pas encore eu le temps de donner son accord pour la soirée de la fac de médecine. Je lui fis, à juste titre, remarquer qu'elle pouvait bien se pointer à n'importe quelle soirée sans y être invitée. Personne ne lui refuserait l'entrée. Et donc à moi non plus, tant que je l'accompagnais. J'étais persuadée qu'on me chasserait à coups de jets de pierre si j'osais un jour venir sans elle. J'étais même presque sûre d'en avoir déjà fait des cauchemars. Elle finit par reconnaître humblement que j'avais raison et accepta donc de quitter le campus. Ainsi, nous nous retrouvâmes à tout juste 16 heures, assises dans mon sofa, un chat ne sachant plus vers qui quémander des caresses, entre nous. Elle était en train de me raconter ce qu'elle avait fait de sa matinée. Et je l'écoutais, en me grattant le cou, quand une idée me frappa. Je ne lui avais pas encore parlé du magnifique et complètement déjanté mec qui m'avait... Il m'avait quoi d'ailleurs? Je n'aurais même pas su le dire. Bref, je ne lui avais pas encore parlé du fou de la veille. Je savais déjà qu'elle allait adorer. Elle dut s'apercevoir que je ne l'écoutais plus, car elle me regardait, les yeux interrogateurs. Je lui racontais donc ma rencontre, et pour une fois elle me laissa terminer sans me couper la parole. Quand j'eus fini, je ne savais pas trop s'il trouvait ça génial ou effrayant. Un peu comme moi finalement. « Tu veux dire que ce mec sait où tu habites et qu'il t'a suivi jusqu'ici ?» En théorie, il ne m'a pas suivi puisqu'il était déjà là quand je suis arrivée. Elle fit un geste impatient de la main. « Oui, enfin, c'est pareil. Qu'est-ce qui te dit qu'il ne t'a pas filé un autre soir d'ailleurs ?» Je haussai les sourcils. « Je te remercie, je n'avais pas pensé à ça. Je vais vraiment flipper maintenant. » Je me frottais à nouveau la nuque. Plus les heures passaient, et plus j'avais l'impression que la peau me brûlait. Il fallait vraiment qu'elle jette un coup d'œil, histoire d'être certaine que ce n'était pas en train de s'infecter. J'en profitais pour changer de conversation. « Dis, tu ne veux pas regarder mon dos? Pito m'a griffé ce matin grâce à ton coup de téléphone, » expliquai-je en la fusillant du regard. « Et ça commence vraiment à me faire mal. Mais vu que je n'ai pas encore mon diplôme de contorsionniste, j'ai un peu de mal à vérifier toute seule. » Elle s'approcha de moi et tira sur le haut de mon pull pour révéler mon cou. Elle releva mes cheveux et je l'entendis retenir une exclamation. Je me reculai pour la détailler. « Qu'est-ce qu'il y a? C'est moche à ce point-là ?» Elle me fit signe que non. « Non, ce n'est pas moche, mais si ça c'est une griffure de chat, moi je veux bien devenir nonne. » Je la fixais, interloquée.
Et ce serait quoi d'autre, à ton avis? C'est arrivé au moment où mon téléphone a sonné et que Pito a allègrement enfoncé ses serres de chat cruelles dans ma peau tendre et magnifique. Elle secoua la tête et s'approcha à nouveau de moi pour contempler ma blessure. Puis les yeux ronds comme des soucoupes, elle pointa ma nuque du doigt et lança: Ceci, Madame Erika la cachotière, est un tatouage. Depuis quand tu fais des trucs aussi énormes que ça, sans même m'en parler avant? Chapitre 3. Je bondis du canapé en jurant: Merde, Isabelle, mais c'est quoi ton délire là? Je tirais sur le col de mon pull et j'essayais de regarder ma nuque en tournant sur moi-même. Je devais être ridicule et ressembler à un chien qui tente de se mordre la queue. Isabelle me contempla, les yeux toujours grands ouverts. Elle n'aurait pas détonné dans un aquarium au milieu de poissons rouges. Puis elle pâlit et porta la main à sa bouche. « Ne me dis pas que tu n'es pas au courant, Erika, souffla-t-elle. Je ne vois pas comment un tatouage a pu arriver jusque-là sans que tu en sois à l'origine. Je me laissai retomber sur le sofa et rassemblai mes cheveux sur le côté, les mains tremblantes. Je te promets que je ne me suis pas fait tatouer. Mais enfin, tu me connais, j'ai peur des aiguilles et la moindre goutte de sang me donne envie de vomir. Comment crois-tu que j'aurais surmonté tout ça, juste pour me faire charcuter? Elle sembla réfléchir au problème, puis se leva et se dirigea vers la salle de bain. Elle revint quelques secondes plus tard, munie de 2 petits miroirs. Elle m'entendit un: « Tiens, regarde par toi-même !» J'attrapai le miroir et contemplai mon reflet pendant qu'elle plaçait l'autre à quelques centimètres de ma nuque. Après plusieurs ajustements, je pus avoir une vision suffisamment nette de la griffure tatouage qui ornait mon cou. La plaie avait l'air assez étendue. Elle commençait à la racine des cheveux et descendait pratiquement jusqu'entre mes omoplates. C'était rouge, gonflé, et on devinait des traits noirs par endroits. Isabelle reprit la parole, me faisant sursauter. « Laisse-moi te dire que c'est du sale boulot. Je ne sais pas qui t'a fait ça, mais tu devrais aller voir un autre tatoueur pour le terminer. Et il faudrait aussi désinfecter. J'ai peur que tu ne chopes une saloperie. » Je laissai retomber ma main qui tenait le miroir et me tournai vers elle en me grattant. J'ai déjà désinfecté ce matin, mais c'est vrai que ce n'est pas beau. Et ça ne ressemble en rien à un tatouage, Isabelle, il faut vraiment que tu te fasses soigner. Ça ressemble surtout à une griffure qui est en train de s'infecter. Je fusillai Pito du regard et repris en me levant. Il y a du truc qui pique dans la salle de bain et en fouillant, il doit bien y avoir aussi de la crème cicatrisante. Je partis en direction de la salle de bain en traînant les pieds. J'étais encore sur le point de souffrir. Je détestais royalement souffrir. Je trouvai immédiatement le désinfectant. Il était encore dans le lavabo où je l'avais laissé tomber le matin même, après qu'il eût essayé de m'assassiner. Mais il me fallut un peu plus longtemps pour dégoter la crème cicatrisante. Je finis par mettre la main dessus, tout au fond du placard, bien caché au-dessus d'un épilateur que j'étais persuadée d'avoir perdu et que j'avais fini par remplacer le mois précédent en désespoir de cause. Je rejoignis Isabelle, armée du désinfectant, de la crème et de l'épilateur. Je lui tendis ce dernier. « Je viens de retrouver ça au fond d'un de mes placards. J'ai acheté son frère jumeau le mois dernier, donc si ça t'intéresse. » Elle me regarda, offusquée. « Tu me prends vraiment pour ta poubelle, Erika? Ça va finir par devenir vexant. » Puis elle haussa les épaules, saisit l'épilateur, puis le rangea dans son sac. Je souris discrètement. À chaque fois que je lui donnais quelque chose, elle râlait pour la forme, mais ne refusait jamais. Je me rassis à ses côtés et lui présentai mon cou. Elle attrapa le désinfectant et, sans crier gare, m'en aspergea la nuque. Je poussai un petit cri, bien caractéristique des filles, puis me mordis la langue pour ne pas me ridiculiser davantage. Elle souffla dessus pour le faire sécher plus vite, puis appliqua la crème. C'est quand même bizarre cette histoire. Au toucher, ça ressemble à un tatouage. On sent bien les lignes. Mais sur la plupart d'entre elles, il n'y a pas de couleur. Je me retournai et la tuai du regard. Peut-être parce que ce n'en est pas un. Je ne sais pas trop en quelle langue te le dire. Je pourrais essayer en chinois si ça pouvait te permettre de me croire. Je ne me suis pas fait tatouer.
C'est juste une putain de griffure, faite par mon scrognonieux de chat. Et encore, c'est pour être poli. Elle me fixa plusieurs secondes, semblant se demander si elle devait me croire ou pas. Puis elle rendit les armes. D'accord. Mais si c'est juste une griffure, c'est plutôt inquiétant. Tu es certaine que tu ne ferais pas mieux d'aller voir un médecin? Oh, c'est sûr que ce serait moins inquiétant de me retrouver avec un tatouage que je ne me suis pas fait faire. Bah, en fait, je t'ai déjà vu dans des états où tu serais capable de te faire recouvrir le corps d'encre et ne pas t'en rappeler ensuite. Je haussai les sourcils. Pourquoi? Tu t'en rappellerais, toi? Non, parce que, sauf erreur de ma part, j'aurais très bien pu faire ça le week-end dernier et ni toi ni moi ne nous en rappellerions. Elle pinça les lèvres. J'exécutais la danse de la victoire intérieurement. Non mais, oh, ça suffit, oui. Tu n'as pas l'impression d'exagérer un peu, Erika? Reprit-elle. Oh si, excuse-moi. C'est vrai que nous ne nous sommes pas réveillés à 6 heures du matin à un arrêt de bus que nous ne connaissions même pas. Et non, à la question « Mais comment on en est arrivé là ?» En soucoupe volante, il me semble, n'était pas la bonne réponse. Elle rougit jusqu'à la pointe des cheveux. Oui, oui, jusqu'à la pointe et non par racine. C'était d'ailleurs très jouissif à regarder. Puis finit par éclater de rire. Oui, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Je haussai les épaules. Je ne sais pas, je m'en rappelle pas. Ce fut le coup de grâce. Nous partîmes toutes les deux d'un fou rire qui dura plusieurs minutes. Lorsque nous eûmes réussi à reprendre notre sérieux, elle tenta de m'achever. Non mais sérieusement, tu n'as pas l'impression d'abuser un peu le week-end parfois? Quoi, t'es sérieuse? Attends, je ne bois que lorsque je ne travaille pas. Oh, attends une minute. Comme toi en fait. C'est bon, on a 22 ans, nous avons bien le temps de nous calmer. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, on peut rester là ce soir. Hop, débrouille-toi avec ça, ma vieille. Elle secoua vigoureusement la tête. Non, non, j'ai promis que nous irions à la fête. Et puis, ensuite, ce sont les vacances, non? Il n'y a normalement plus rien de prévu avant le mois de février. Ça nous fera un break. Je riais intérieurement. Je savais pertinemment qu'Isabelle était incapable de rater une grosse fête, mais elle avait trop d'amour-propre pour l'avouer directement. Très bien, alors préparons-nous au lieu de vouloir changer les choses. Je me levai, mais elle me retint par le bras. Ton truc dans le cou, tu crois que tu as pu le faire le week-end dernier? Je lui souris et lui tapotai la tête. Ah, j'adore quand tu flippes. Mais non, idiote. Je n'ai mal que depuis ce matin. Et je travaillais hier soir. Donc, à moins que l'on m'ait drogué pendant mon sommeil, la seule et la plus cohérente des réponses est, comme je le dis depuis plus d'une heure, qu'il s'agit de la griffure de Monsieur le Chapiteau. En disant cela, j'eus le flash de la vieille dame de mon rêve me posant la main sur la nuque, et de la douleur que j'avais ressentie à ce moment-là. Mais il s'agissait tout bonnement d'une coïncidence. Ou alors d'une modification du rêve, au moment où Pitou avait planté ses griffes dans mon cou. Je secouai la tête et me dirigeai vers ma chambre. Il fallait encore que je trouve une tenue pour la soirée. Isabelle m'emboîta le pas. Comme à son habitude, elle allait piocher dans ma garde-robe. Je ne savais pas comment elle aurait fait si j'avais été plus enrobée. Elle aurait été obligée de s'acheter des fringues. Après plus d'une heure de bataille, nous étions toutes les deux habillées. Moi en jeans slim taille-basse bleu délavé et pull moulant noir, elle en micro-robe en laine rouge et leggings noirs. Les négociations avaient été rudes. Allez savoir pourquoi, mais 2 filles devant une garde-robe limitée, c'est comme enfermer des enfants dans une salle pleine de légumes dans laquelle vous avez caché quelques bonbons. Vous n'êtes pas certain qu'ils en ressortiront tous vivants. Nous passâmes à la salle de bain pour nous repoudrer le nez. Euphémisme féminin pour dire que nous sortions les pelles et les truelles pour nous refaire le portrait. Et après une nouvelle séance de torture à base de désinfectants et de crème cicatrisante, nous étions fin prêtes. J'étais en train d'admirer Isabelle défiler tel un mannequin au milieu de mon salon, quand mon portable sonna. Je le cherchais au milieu des coussins du canapé, tout en jurant sur l'impolitesse qu'avaient ces fichus appareils d'aller se planquer dès qu'on avait besoin d'eux. Et lorsque je le dégotais, je grognais. Warren. Cela stoppa net la mannequin en herbe qui se tourna vers moi, mi-amusée, mi-interrogative. « Et tu ne réponds pas ?» Je la fusillai du regard. « Certainement pas. Et d'ailleurs, comment a-t-il eu mon numéro ?» Elle me tourna précipitamment le dos. « Isabelle !» Elle fit demi-tour en se tordant les mains. « Je n'ai pas fait exprès.
Je savais qu'il y avait un truc de pas net. Allez, crache le morceau plus vite que ça. Ce matin, quand je l'ai vu, il m'a demandé s'il pouvait prendre mon portable pour appeler un pote. Comme j'étais en train de discuter de la soirée avec un des étudiants, je n'ai pas fait attention. Et j'ai réagi quand je me suis aperçue qu'il avait le sien et qu'il recopiait un numéro. Tu n'as pas enregistré mon numéro à La Chieuse? Si, mais comme il n'y a pas de Erika dans mon répertoire, il a dû faire le rapprochement. Je te remercie. Elle leva les yeux au ciel. Oh, mais t'es chiante, sérieusement. Oui, voilà, c'est bien ce que je dis. Elle me tira la langue. Et qu'est-ce que c'est puéril de me piquer mes répliques? Elle n'eut pas le loisir de me répondre, car son portable se mit à sonner à son tour. Elle le pêcha au fond de son sac, regarda l'écran et me le montra. Warren. Elle m'interrogea du regard, je secouai la tête. Elle bascula l'appel sur la messagerie vocale. Dans des moments comme celui-là, je bénis la messagerie vocale. Elle jeta son téléphone dans son sac et se tourna vers moi. Tu vois, heureusement que j'ai insisté pour te donner son numéro. Autrement, tu aurais répondu. Et t'aurais pas eu l'air conne, tiens. Je lui tirai la langue à mon tour. Quand tu auras fini de t'envoyer des fleurs et de faire la belle dans mon salon, on pourra peut-être y aller? Elle attrapa son manteau et son sac, et je l'imitai. Tu veux que nous nous arrêtions pour manger un truc avant? Elle acquiesça. Oui, j'ai bien envie d'un tacos. Je ris en ouvrant la porte. Tu sais qu'un jour tu ne rentreras plus dans tes jeans si tu continues comme ça. Elle leva les yeux au ciel et me donna une tape sur les fesses. Mais qu'est-ce que je sens là? Tu n'aurais pas grossi? Je lui montrai les dents tel un chien enragé. Il y a des choses avec lesquelles je refusais de plaisanter. Elle s'esclaffa et passa son bras sous le mien pour m'entraîner dans le couloir de l'immeuble. C'est bon, Erika, ne t'inquiète pas. Tu es encore carrément potable. Oh, je vous remercie bien, Madame la Reine des Garces. Vous m'envoyez ravie. Dans cette ambiance joyeusement ironique, nous quittâmes la chaleur de mon immeuble pour affronter le froid mordant de l'hiver. Une demi-heure plus tard, nous étions attablés dans notre resto de tacos préféré, le Vincenzo Tacos. Il était tenu par Manu, une grosse mama noire, adorable, mais qui jurait définitivement avec le style du restaurant. Ses mets étaient succulents. Nous venions tellement souvent qu'elle nous appelait par nos prénoms, nous faisait la bise et n'avait plus besoin de nous demander ce que nous voulions. Soja spécial végétarien pour moi et à la viande 100% morte pour Isabelle. J'enfournai une poignée de frites bien grasses et la fis descendre avec un peu de Coca Zéro. Oui, je fais attention à ma ligne, moi. Tout en regardant Isabelle se débattre avec son tacos et essayer de le manger sans en mettre partout. Ces trucs étaient de vrais pièges. J'étais persuadée en mon fort intérieur que tous les vendeurs de restauration rapide avaient des parts dans l'industrie de la lessive ou du détachant. C'est bon, c'est chaud. Je fixais Isabelle, imperturbable. Cette fille n'avait jamais appris les bonnes manières, en tout cas pas celle de la bienséance à table. Elle finit par avaler sa bouchée et reprit. C'est bon, mais c'est chaud. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait avoir compris. Mais j'ai eu un peu de mal. La prochaine fois, essaie avec un peu plus de nourriture dans la bouche. Elle haussa les épaules. Ça va, on est entre nous. Ce n'est pas comme si nous dînions avec la reine d'Angleterre. Ah, je te le confirme. Il n'y a que moi pour assister au spectacle. Et je trouve ça magnifique. Comment tu fais quand un mec t'invite à dîner? Elle me sourit. Je découvris avec bonheur qu'elle avait un morceau de salade coincé entre les dents. Je décidai de ne rien lui dire et pris mon air le plus innocent. Question idiote, ma poule. Quand je sors avec un mec, je le laisse parler. Déjà parce que ça me permet de manger tranquillement et en plus parce que ça lui donne l'impression d'être important. Me répondit-elle, triomphante. Un point pour toi. J'espère tout de même que tu as conscience que tu manges comme un porc. Elle me sourit à nouveau. Le morceau de salade illumina un peu plus mon humeur. Je n'allais pas pouvoir garder mon sérieux bien longtemps. Non, mais je ne mange comme ça que lorsque je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, je sais me conduire en société autrement. Oh, bah son morceau de salade, elle risquait de le garder un moment si elle continuait à être aussi agréable. Je me grattais vigoureusement la nuque pour ce qui me semblait être la 50e fois en 1 heure. Isabelle reposa son tacos et me fixa, inquiète.
Tu es sûre que ça va? Tu n'arrêtes pas de te triturer. Tu as mal? Non, je n'ai pas vraiment mal, mais j'ai l'impression que ça me brûle maintenant. Pas vraiment fort, mais suffisamment pour que ce soit désagréable. Elle rapprocha sa chaise de moi, puis tira sur le haut de mon pull. On dirait que c'est moins rouge et moins gonflé. La crème cicatrisante a dû faire effet. Mais j'ai l'impression de voir encore plus de lignes noires que tout à l'heure. Je ne sais pas, c'est étrange. Il me semble que ça forme un dessin. Je m'extirpai de sa main et relevai mon col. Arrête d'halluciner, Isabelle. Il va falloir que je dise à Manou de ne plus mettre de drogue dans tes tacos, sérieusement. Elle se cala au fond de son siège et prit un air sérieux. Il était d'ailleurs bien mis à mal quand je pensais à la feuille verte qui lui décorait subtilement la bouche. Je suis plus que sérieuse, Erika. Ce truc est vraiment bizarre. Moi, à ta place, je flipperais. Je haussai les épaules. Moi, j'applique la politique de l'autruche. Tout ce que je ne vois pas n'existe pas. Et comme je ne suis pas près de voir ma nuque, le problème est réglé. Elle secoua la tête. Fais comme tu veux, mais ne viens pas te plaindre dans quelques jours si ça empire. Je lui attrapai la main. Ne t'inquiète pas, ma belle. Si demain ça ne s'est pas amélioré, j'irai voir le médecin avant d'aller bosser. Elle approuva du menton et sortit son téléphone de son sac. Mince, j'avais oublié cette manie qu'elle avait de se regarder sous toutes les coutures avant de partir à une fête. Elle l'alluma et passa en mode photo pour être certaine qu'elle était présentable. Bingo, elle termina par un examen des dents. Merde, Erika, tu aurais pu me dire que j'avais un morceau de salade collé sur les incisives. Je battis innocemment des paupières. Ah bon? Je n'avais pas vu. Elle me fusilla du regard. Un jour, elle finirait par vraiment me tuer à force de me regarder comme ça. Oh, allez, c'était pour rire, juste pour voir la reine tomber de son piédestal une fois de temps en temps. Elle leva les yeux au ciel. Tu sais pertinemment que je me moque pas mal d'être considérée comme la reine. Par contre, avoir l'air ridicule, ça oui, ça risque de me mettre en rogne. Je lui fis mon regard de chien battu. Ça fonctionnait à tous les coups. Bon, d'accord, promis, je ne recommencerai plus. Elle se détendit et me fit même un petit sourire. Un petit sourire que je trouvai tout de suite louche, ce qu'elle me confirma dans la foulée. Bon, je vais te dire que tu as un morceau de tomate coincé entre les dents alors. Je fermai instinctivement la bouche et attrapai mon téléphone dans la poche de mon jeans. La garce, elle n'avait pas menti. Ah bah c'est agréable de pouvoir compter sur ses amis, dis-je une fois le rocher rouge, oui, il était gros comme ça, retiré d'entre ma canine et ma prémolaire. Tu peux parler, toi? Non mais franchement. Elle laissa sa phrase en suspens, me regardant droit dans les yeux. Puis d'un même ensemble nous éclatâmes de rire. Les gens installés autour de nous commencèrent à se retourner, à nous regarder, ce qui fit redoubler notre hilarité. J'avais les larmes aux yeux et une barre au ventre. Isabelle était rouge comme un poivron trop mûr prêt à éclater et elle avait du mal à respirer. C'est exactement pour ces moments-là que nous étions amis. Rien ne pouvait nous séparer. Nous nous comprenions et nous ne nous voulions pas vraiment de mal. Nous avions juste un humour pourri, un poil différent mais tout aussi nul. Une fois que nous eûmes retrouvé notre sérieux, nous saluâmes Manou, puis nous quittâmes le restaurant bras dessus, bras dessous. Le repas nous avait réchauffés. Le trajet à pied jusqu'au campus fut agréable. Les rues étaient encore animées. La neige recouvrait une grande partie des artères et des parcs. Les illuminations de Noël scintillaient au-dessus de nos têtes. L'ambiance des fêtes était là, présente, presque palpable, et mon cœur se gonflait de joie au fil des minutes qui s'écoulaient. À mes côtés, Isabelle, pour une fois silencieuse, avait les yeux qui brillaient comme un enfant devant ses cadeaux le matin du 25 décembre, ses joues et son nez rougis par le froid, ajoutant au charme du tableau. Nous arrivâmes sur le campus, le cœur rempli d'allégresse, motivé à passer une bonne soirée. Il était plongé dans la pénombre, seulement éclairé par les lampadaires, placés à intervalles réguliers le long des allées. Nous nous dirigeâmes vers l'entracte. Plus nous nous en approchions, plus les abords étaient peuplés. Malgré le froid, des bandes de jeunes traînaient dehors. Je resserrai mon manteau autour de moi. Je n'aimais pas vraiment marcher comme ça, en pleine nuit, dans un lieu mal éclairé, entouré de personnes que je distinguais à peine. Il y avait eu des agressions sur le campus.
Elles étaient d'ailleurs en augmentation depuis le début de l'année, ce qui ne me rassurait pas. Je fus contente de voir apparaître à la salle quelques minutes plus tard. Et je sentis Isabelle se détendre également. Nous n'avions pas échangé un mot depuis que nous étions entrés dans le parc de la fac. Alors que nous étions encore à plusieurs mètres, nous entendîmes les basses typiques de la musique électronique résonner dans la nuit. Heureusement que l'entracte était planté en plein milieu du campus, loin de toute habitation, parce que parfois le volume de la musique pourrait réveiller les morts. Et je pense sincèrement que World War Z à la faculté n'est pas le premier film dans lequel j'aurais envie de tourner. Dès que nous passâmes la porte, Isabelle poussa un cri de joie et commença à se déhancher en partant à l'assaut de la première salle. Je la suivis en souriant. Je n'aimais vraiment pas la musique électro. J'étais plus branchée pop-rock. Mais pour faire la fête, c'est vrai que c'était appréciable. La pièce, pourtant immense, était bondée. Il régnait dans l'air un mélange d'odeurs hétéroclites, l'alcool dominant toutes les autres. Je distinguais tout de même la transpiration et autre chose que je ressentais à chaque fête, que je ne saurais décrire, qui ne ressemblait à rien d'autre. J'étais persuadée que c'était l'odeur des hormones en ébullition de la centaine de post-adolescents qui sont donnés à cœur joie sur la piste. J'attrapai Isabelle par le bras avant qu'elle ne disparaisse dans la foule et lui fis signe que j'allais chercher à boire. Elle opina du chef et m'emboîta le bras. Il faut savoir qu'officiellement l'alcool est interdit sur le campus. Vous n'en trouverez donc pas au bar de l'entracte. Par contre, lorsque vous savez où chercher, vous ne mettez pas longtemps à trouver tout ce que vous voulez. 5 minutes plus tard, nous étions donc toutes les deux munies de nos premières boissons de la soirée. Je supposais que ce ne seraient pas les dernières. Nous fîmes claquer nos verres sur le comptoir placé devant nous, avant de les descendre, puis secs. L'acidité du citron qui suivit m'arracha une grimace et me fit sourire. La chaleur de la tequila se répandit dans mon estomac. La musique me sembla tout de suite un poil plus forte. Isabelle m'attrapa par la main pour m'entraîner dans la foule. Nous nous déhanchâmes pendant plusieurs heures, en nous hydratant régulièrement d'alcool transparent pour compenser les litres d'eau perdus. Il n'aurait pas fallu se déshydrater, trop dangereux pour la santé. Nous étions consciencieuses. Ma nuque me brûlait de plus en plus au fil des heures. Ou au fil des verres, je ne sais pas trop, mais l'avantage c'est que je n'y faisais plus vraiment attention. La musique faisait trembler tous mes os et j'adorais ça. Isabelle et moi nous démenions sur la piste, comme nous ne l'avions pas fait depuis longtemps. C'était certainement la meilleure fête depuis le début de l'année. La fac de médecine avait encore réussi à marquer le coup. Nous parlerions de cet événement pendant longtemps. Vers 3 heures du matin, alors que nous prenions un bol d'air à l'extérieur, le pire se produisit. Warren se matérialisa devant moi. Du sang de hyène devait couler dans ses veines pour qu'il soit si discret. « Erika, je t'ai cherché toute la nuit », dit-il en m'embrassant sur la joue. Je le fixais, l'œil certainement très vif et alerte, et me rendis compte qu'il attendait une réponse. « Oh, ben tu m'as trouvé. » Ça, c'était de la répartie. Isabelle se mit à glousser comme une collégienne, ce qui fit naître un sourire sur mes lèvres, rapidement suivi par un rire incontrôlable. Warren me dévisagea sérieusement et ajouta : « Je t'ai appelé tout à l'heure, tu ne m'as pas répondu. Je voulais savoir si tu venais ce soir. » Je réussis à reprendre suffisamment d'air pour lui répondre. « Eh bien, comme tu peux le voir, je suis là. » Isabelle éclata de rire, et je l'accompagnai. Qui a dit que l'alcool rendait bête ? Non, non, nous étions en train de prouver que l'alcool rendait drôle. Nous étions pliés lamentablement en deux, la gorge en feu, des larmes coulant sur nos joues, entraînant avec elles la moitié de notre maquillage, mais nous n'y pouvions plus rien. Les vannes étaient ouvertes, le barrage avait cédé, nous étions perdus. Warren fit un pas dans ma direction, je reculai spontanément. Voilà qu'il venait de trouver comment colmater la brèche. Je me cognai contre le mur derrière moi et poussai un cri. La brûlure dans ma nuque explosa. Je me retrouvai de nouveau pliée en deux, non plus de rire, mais de douleur. Ce fut aussi la douche froide pour Isabelle, qui se précipita sur moi. « Erika, ça ne va pas ?» Je cherchais à ouvrir la bouche pour lui répondre, mais un haut-le-cœur m'en empêcha. Je me contentai donc de secouer la tête. La douleur irradiait dans tout mon dos. J'avais l'impression qu'elle me rongeait la colonne vertébrale de l'intérieur. Warren s'approcha à nouveau
et s'adressa à Isabelle. « Tu veux que je vous ramène ?» Elle se pencha pour m'interroger du regard. Lorsque j'acquiesçai, je vis une étincelle d'inquiétude embraser ses prunelles. Elle n'avait pas tort. Pour que j'accepte que Warren nous raccompagne et qu'il découvre où j'habitais, c'est que j'étais vraiment mal en point. Elle m'aida à rejoindre la voiture et m'installa à l'arrière. Puis elle s'assit à côté de lui avant de lui donner mon adresse. Elle m'avait allongée. Je m'étais recroquevillée en position fœtale. Elle se tourna vers moi pour m'observer. « Tu veux que j'appelle un médecin ?» Je secouai la tête et je réussis à articuler. « Non, je prendrai un médoc pour la douleur en rentrant. » Les larmes me brûlaient les yeux. Mon eyeliner ne devait pas arranger les choses. Comme à son habitude, Isabelle sembla deviner ce qui m'arrivait. Elle sortit une lingette démaquillante de son sac, puis entreprit de me débarbouiller. Je la remerciai d'une pression de la joue sur sa main. Elle me caressa les cheveux. Elle avait complètement dessoulé et semblait très inquiète. Le reste du trajet se passa en silence. J'étais concentrée à ne pas crier à chaque chaos de la voiture. Lorsque Warren s'arrêta en bas de chez moi, Isabelle m'aida à m'extirper du véhicule. Elle voulut me raccompagner jusqu'à la porte, mais je lui fis signe que je pouvais y arriver toute seule. Elle secoua la tête. « Tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser seule cette nuit ?» Je me redressai pour paraître plus crédible avant de lui répondre. « Ça va aller, Isabelle. Je vais même déjà mieux. » Je m'aperçus au moment où je lâchais ces mots que ce n'était pas vraiment un mensonge. La douleur était en train de refluer. Elle me regarda longuement avant de reprendre la parole. « C'est vrai que tu as repris des couleurs, mais je m'inquiète quand même beaucoup. Tu ne veux pas que je jette un dernier coup d'œil à ton cou ?» Je me tournai vers la voiture pour lui montrer Warren du menton. Il sait déjà où j'habite. Si je pouvais éviter de lui donner d'autres informations à mon sujet, ça m'arrangerait. Elle m'attrapa la main. « Bon, alors laisse-moi dormir chez toi ce soir. Je pourrais surveiller que tout va bien. Franchement, ce serait plus sage. » Je secouai la tête à mon tour. « Isabelle, tu sais à quel point ta mère est inquiète quand tu découches sans la prévenir. Rentre chez toi. Je t'appelle demain dès que je me lève. » Elle me serra contre elle et se recula pour me regarder dans les yeux. « D'accord, mais promets-moi d'appeler si la douleur revient. Je garderai mon téléphone allumé et je piquerai la bagnole de mon père si besoin. » À mon tour, je la serrai sur mon cœur. « C'est promis. File maintenant. Je te promets que ça va aller. » Elle m'embrassa sur la joue, puis se réinstalla dans la voiture. Elle me fit un petit signe de la main. Enfin, Warren démarra. Lorsque je fus certaine qu'elle était trop loin pour me voir, je m'avachis sur moi-même avant de me diriger vers mon immeuble. Je n'avais pas vraiment menti à Isabelle. J'allais mieux, même beaucoup mieux. Mais la douleur était toujours là, et bien plus forte que dans la journée. Je pris appui contre la porte d'entrée, me concentrant pour faire entrer la clé dans la serrure. Je n'avais pas totalement dessoulé finalement. À ce moment-là, une voix retentit dans mon dos, me faisant lâcher mes clés et pousser un cri. « La marque est en train de sortir, n'est-ce pas? Je peux déjà la sentir sur toi. Est-ce que tu souffres énormément? » Je me retournai au ralenti et découvris, comme je l'aurais parié, Monsieur Robocop, voix envoûtante, en t-shirt, encore plus beau que dans mes souvenirs. Chapitre 4. Je m'appuyais nonchalamment contre la porte. Je voulais paraître cool et détendue, pour que mon regard de tueuse ait plus d'impact. Vous savez, le regard lourd de sens, celui qui dit « Quoi? Mais encore toi, sérieusement ?» sans pour autant montrer que je souffrais le martyre et que, par-dessus tout, je flippais. Toute cette mascarade n'eut apparemment pas plus de conséquences sur la suite des événements que celles provoquées par un pet de mouche sur la circonvallation de la Terre. Il s'approcha de moi, sourire aux lèvres, mais le regard inquiet. « Erika, je peux sentir ta douleur. Laisse-moi t'aider. » Je le fixais, dubitative, sourcils relevés. « Sérieusement? M'aider à quoi? Je ne te connais même pas. » Il me contempla quelques secondes avant de répondre.
Moi, je te connais. Je te demande juste de me faire un peu confiance. D'ailleurs, si ça peut aider, montons chez toi et appelle ta mère. Elle me connaît également. J'en restais comme 2 ronds de flanc. Mes parents habitaient à plusieurs heures d'ici. Je ne voyais pas comment ils pouvaient connaître Robocop. Histoire d'étudier sa réaction, j'attrapais mon téléphone. Pas la peine de monter pour ça, je peux le faire d'ici. Il resta de marbre, attendant patiemment que je lance l'appel. Je poussai le vis un peu plus loin. Je cherchai le numéro de la maison dans mon répertoire, puis fis apparaître à l'écran la photo de contact de mes parents. Je trouvais la situation totalement irréelle. Je me tenais en face d'un inconnu, j'avais sous les yeux la photo de ma seule famille, et je n'arrivais pas à faire le lien entre les deux. Robocop m'encouragea d'un signe du menton. Je regardai l'heure. Allais-je réellement réveiller mes parents en pleine nuit pour leur demander s'ils connaissaient l'homme blond et baraqué qui demandait à s'entretenir avec moi? Peut-être que je pouvais faire semblant et lui dire que mes parents ne le connaissaient pas. Mais s'il ne me mentait pas, avec un petit soupir, j'appuyai sur la touche verte. J'allais encore me faire engueuler. Ma mère répondit avant même la 2e sonnerie. « Allô ?» Je n'avais pas l'air de la réveiller. Sa voix était alerte et tendue. « Maman, c'est moi. »« Erika, ma chérie, j'attendais ton appel. » Je levai les yeux vers Robocop. Il me lança un sourire triomphant. Il ne pouvait pas entendre ce que ma mère me disait, pourtant il paraissait sûr de lui. « Maman, je sais que tout ceci va te paraître étrange. Je suis désolée d'appeler en pleine nuit, mais est-ce que tu connais un certain… » Je m'arrêtai là. Je ne connaissais toujours pas son prénom. « Stan » me souffla-t-il. « Stan » annonça ma mère en écho. Je retirai le téléphone de mon oreille pour le fixer les sourcils froncés. « Comment savais-tu ce que j'allais dire ?» lançai-je en remettant le téléphone en place. Il y eut 2 secondes de silence. « Je te l'ai dit, ma chérie, j'attendais ton appel. Je savais que Stan devait te rendre visite ce soir. Te connaissant, je me doutais que tu appellerais. » Je ne comprenais plus rien. Soit la tequila me jouait des tours, soit ma vie devenait tout à coup un jeu d'énigmes. Je détestais les énigmes. « Et ?» demandai-je. « Que suis-je censée faire de lui ?» « Il a des informations à te donner, des choses dont je ne peux pas te parler. Je sais que tu dois être un peu perdu, mais je te garantis que tu peux lui faire confiance. En gros, tu me donnes l'autorisation de ramener chez moi un homme que je ne connais pas. » Elle soupira, et je l'imaginais très bien en train de secouer la tête. « Erika, tout ce que je te demande, c'est de l'écouter et d'avoir l'esprit ouvert. Rappelle-toi aussi que ton père et moi t'aimons de tout notre cœur. » Elle marqua un temps d'arrêt. Je l'entendis retenir un sanglot. Quand elle reprit, sa voix était rauque. « Tu peux nous appeler à tout moment. Je pense que je ne trouverai pas le sommeil cette nuit. » « Mais maman !» Mais c'était trop tard, elle avait raccroché. Je fixai mon téléphone quelques secondes avant de le remettre dans ma poche et de lever les yeux vers Stan. Il avait un prénom maintenant. « Alors ?» me demanda-t-il innocemment. Je haussai les épaules. « Elle ne te connaît pas. » Il sourit. Et mon Dieu, quel sourire! Cela provoqua des frissons tout le long de ma colonne vertébrale. Pour la 2e fois en 2 jours en sa présence, je me donnais une claque mentale. Ce n'était pas le moment pour mes hormones de se mettre à danser la lambada. Je déglutis. « Bon, d'accord, elle te connaît. Mais ça ne change rien au fait que moi, je ne te connais pas. Pourquoi est-ce que je te ferais confiance au point de t'inviter chez moi ?» Il parut réfléchir, mais son regard pétillant de malice m'apprit qu'il savait déjà ce qu'il allait me répondre. « Peut-être parce que tu es en train de mourir de froid, que tu rêves d'une tasse de café bien chaud.
et que la douleur dans ton cou ne s'est pas calmée. J'étais effectivement en train de penser à une tasse de café, ainsi qu'à la douleur qui pulsait toujours dans ma nuque. Mais je ne voyais pas comment lui pouvait le savoir. Je levai les bras au ciel. Très bien, monte. S'il m'arrive quelque chose, j'aurai au moins la consolation que ma mère s'en voudra jusqu'à la fin de sa vie, et je pourrai aller la hanter pour me venger. Il ricana, puis m'invita à ouvrir la porte d'un geste de la main. Je restai encore un instant sans bouger. Puis, prenant conscience que je ne pouvais plus faire machine arrière, je me redressai et me tournai vers la porte. Je chancelai légèrement. La douleur était en train de puiser dans mes réserves. Je n'avais plus de force. Stan me rattrapa par le coude. Au moment où il me toucha, une décharge me traversa de la tête aux pieds. Il retira prestement sa main et, tout en la secouant, m'observa entre ses yeux plissés. « Il reste combien de jours avant ton anniversaire ?» Je le contemplais, interdite. « Je ne vois pas trop ce que ça vient faire là. »« Simple curiosité. »« Oh, tout s'éclaire alors » m'exclamai-je d'un ton ironique. Il compta sur ses doigts sans relever. « Si mes calculs sont bons, il reste 7 jours. » Je levai les yeux au ciel. « Bravo! Non seulement tu es beau, mais en plus tu sais compter. » Je me mordis immédiatement la langue. Est-ce qu'un jour j'allais apprendre à la fermer? Je crus voir passer de l'amusement dans ses yeux, mais ce fut tellement fugace que j'avais très bien pu me tromper. « Montons, déclara-t-il, tu vas finir congelé. » Je finis par ouvrir la porte et l'invitai à me suivre. Il resta derrière moi tout le long de la montée. Je sentais son regard posé sur ma nuque. Chose d'ailleurs étonnante. En règle générale, un homme qui marche derrière moi ne pose pas son regard sur ma nuque, mais plutôt sur mon cul. Lorsque nous arrivâmes devant ma porte, je l'ouvris en grand et pénétrai dans mon petit appartement en allumant les lumières sur mon passage. « Installe-toi » lui proposai-je en lui désignant le canapé. « Je vais préparer du café. Tu en veux ?» Comme il ne répondit pas, je me tournai et le découvris sur le pas de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je sais que le rangement n'est pas mon fort, mais quand même, ça ne fait pas peur à ce point-là. Son visage sembla se crisper, puis il demanda. « Tu es certaine que je peux entrer ?» Je haussai les épaules. « Non, mais vu que ma mère pense que c'est une bonne idée… » Il ne bougea pas. « Erika, s'il te plaît. » Je le regardais les poings sur les hanches. Il commençait sérieusement à m'échauffer. « Eh bien quoi, il te faut un Bristol ? Très bien, entre alors !» Il se détendit instantanément et fit un pas en avant. Lorsqu'il pénétra dans le salon, salle à manger, cuisine, il parut emplir tout l'espace. Je me rendis alors compte que si sa carrure semblait impressionnante dans la rue, elle l'était encore plus dans un endroit confiné. Mon appartement, que je n'avais jamais trouvé trop petit, sembla rétrécir sous mes yeux, au fur et à mesure qu'il s'avançait dans la pièce. Je me détournai pour arrêter de le fixer bêtement et repris mon trajet vers mon amie la cafetière. « Alors, un café ?» Ma voix me sembla rauque. Ce mec allait décidément mettre mes nerfs à rude épreuve. « Oui, je veux bien, s'il te plaît. » Toujours focalisé sur mes hormones, il me fallut quelques secondes pour comprendre de quoi il parlait. Ah oui, le café. Au moment où il s'installa sur le canapé, Pitot en sortit en crachant et partit se planquer dans ma chambre. Je levai les sourcils, étonné. Ce n'était pas dans ses habitudes. Je saisis le paquet, préparai 2 expressos et ramenai le tout sur un petit plateau avec du sucre et du lait. Je m'installai sur le canapé, aussi loin que possible de lui. Chose malaisée, car il était assis en travers, la cheville gauche sur le genou droit. Et vu sa carrure, il occupait une bonne partie de la place. En comparaison, je me sentais minuscule. Il m'observa, sans rien dire, puis soupira en secouant la tête. « Je ne sais pas par quoi commencer. » Je fis la moue avant de répondre.
Le début, ça me paraît bien. Il me fit un pâle sourire. Ça risque d'être long. Enfin, en même temps, tu es là pour ça, il me semble. Il acquiesça. Oui, tu as raison. Avant de commencer, est-ce que la douleur te gêne toujours autant? À mon tour, je hochai la tête. Oui, mais j'ai l'arme imparable. J'ouvris la main pour lui dévoiler les 2 cachets de paracétamol qui s'y trouvaient. Il les saisit et les déposa sur la table. Cela ne servira à rien. Est-ce que je peux tenter quelque chose? Je le regardai en haussant les sourcils. Tu entends quoi par tenter quelque chose? Il faut accélérer le processus. Je fronçai les sourcils. Mon visage n'avait jamais dû faire autant de gymnastique de toute sa vie. Accélérer le processus de quoi? Tu n'en as pas marre de parler par devinette? Je n'ai jamais été douée pour ça. Je te promets qu'avant la fin de la nuit, tu comprendras tout, mais laisse-moi m'occuper de ça pour commencer. La douleur lancinante qui irradiait dans ma nuque, mais aussi certainement les effets de la tequila, eurent raison de mes derniers arguments. D'accord, fais ce que tu as à faire pour me débarrasser de la douleur. Et d'ailleurs, c'est quoi ce truc qui pousse dans mon cou? Si tu sais comment faire disparaître la douleur, tu sais forcément ce que c'est. Il posa la main sur mon épaule, m'obligeant à lui montrer mon dos. Plus tard, Erika. Il releva mes cheveux, dévoilant ma nuque, puis se rapprocha de moi. Je sentis son souffle sur ma peau, je frissonnai. « Tu as froid ?» me demanda-t-il. Je secouai la tête. « Tu es prête ?» J'acquiesçai. « Très bien. Allons-y alors. Je te préviens, ça risque d'être un peu douloureux. » Je n'eus pas le loisir de protester car, au même instant, il posa sa main sur le tatouage griffure et, putain de bordel de merde, le mot souffrance prit alors un tout autre sens. Tous les muscles de mon corps se tendirent. Je relevai la tête en direction du plafond, les yeux grands ouverts. Lorsque j'ouvris la bouche pour hurler, tout l'air de mes poumons en profita pour s'échapper. Des points noirs dansèrent devant mes yeux. Des larmes se mirent à couler sur mes joues. J'ai soudain l'impression qu'on me marquait la nuque au fer rouge. La douleur enfla, grossit, prit des forces et explosa, envoyant des lames tranchantes dans toutes les directions. Elle me sembla alors vivante, dotée de sa propre intelligence. Elle rampait sur ma peau, brûlait mes os, me déchirait de l'intérieur. Elle se nourrissait de moi, grossissait encore et toujours. Lorsque je perdus la vue et l'ouïe, je crus que j'étais morte. Mais la douleur était toujours là, m'explorant de fond en comble, laissant sur son passage chaque parcelle de mon corps meurtri, et mon âme en proie au désarroi le plus profond. Un tourbillon glacé m'enveloppa les pieds, remonta lentement le long de mes jambes. Il continua sa route, passant sur mon ventre, mes bras, mon cou, ma tête. Au moment où il atteignit le sommet de mon crâne, mes cheveux se dressèrent, comme aspirés vers le plafond. À cet instant, je retrouvai l'usage de mes yeux et de mes oreilles. Je découvris que j'étais debout, tendue comme un arc, la tête levée vers le ciel, les bras en croix. Une lumière bleutée émanait de moi, de plus en plus éblouissante, ce qui m'obligea à fermer les yeux. Puis il y eut une détonation, comme un coup de tonnerre retentissant qui fit siffler mes oreilles et trembler les murs. Puis tout s'arrêta. La lumière disparut. Mes poumons recommencèrent à fonctionner et la douleur s'envola en un battement de paupières. Je m'affalai sur le canapé, la respiration hachée, le sang battant dans mes oreilles, je me pris la tête entre les mains. Stan m'effleura le bras et je bondis en arrière. Mes terminaisons nerveuses étaient sensibles au plus haut point. « Ça va ?» fit-il d'une voix incertaine. Je me tournai vers lui, encore hébétée, mais furieuse. Il m'observait, les yeux ronds, en se mordillant la lèvre intérieure.
Si la situation n'avait pas été si étrange, flippante, hallucinante, incompréhensible, rayer la mention inutile si besoin, j'aurais éclaté de rire tellement il avait l'air ridicule. « Mais c'est quoi ce merdier ?» explosai-je à la limite de l'hystérie. Je n'en suis pas sûre. Je le coupai. « Comment ça, tu n'en es pas sûre ? Ce n'est pas toi qui es censé apporter des réponses aux questions que je ne me posais pas jusqu'à maintenant d'ailleurs. » Il me fixa encore, sans répondre, cherchant apparemment ses mots. « Je sais... Mais encore !» criai-je en sortant du canapé et en levant les bras au ciel. Il prit une grande respiration. « Écoute, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je pense que nous avons mal appréhendé la situation, je suis désolée. » J'éclatai d'un rire ironique. « Il est désolé, il est désolé. Bon tout va bien alors, hein. » J'inspirai pour tenter de me détendre et repris. « Non mais sans déconner. Tu vas t'expliquer, oui ?» Ma voix grimpa dans les aigus, tant pis pour le moment de détente. Il se leva à son tour et fit un pas vers moi. « Erika, je te promets que ça n'aurait pas dû se passer ainsi. Tu aurais dû avoir un peu plus mal, c'est un fait, mais tout ça... » Il fit un geste de la main. Je ne m'y attendais pas du tout. J'arrêtai de déambuler dans mon salon pour le fixer. « Parlons-en de tout ça. » J'ai cru mourir, Stan, nom d'un chien. Alors explique-moi au moins à quoi ça a servi. Il me regarda droit dans les yeux et lâcha. « À compléter ta marque. » Je portais la main à ma nuque, là où encore quelques minutes plus tôt trônait une espèce de mutation entre la griffure et le tatouage. Ma peau à cet endroit n'était plus douloureuse, légèrement sensible et chaude, mais elle ne me démangeait plus. Et surtout, la douleur avait disparu. « Mais c'est quoi cette marque, putain !» Oui, je sais, le stress et la colère me rendent quelque peu vulgaire. Stan s'approcha un peu plus de moi avant de me répondre. « C'est la marque de ton clan. La marque des Orlaï. » Je le regardais, interloqué. « Hein ? Quoi ?» Il tendit une main vers moi. « Viens t'asseoir, s'il te plaît. » La colère reprit le dessus. Je fis le pas qui nous séparait. « Mais tu vas t'expliquer, oui !» éructai-je en lui martelant la poitrine de mon index. Mes doigts me démangeaient. Je sentais une boule de colère grandir en moi. Stan fit un pas en arrière, le visage soudain décomposé. Il leva les mains face à lui. « Erika, s'il te plaît, calme-toi. Ce n'est pas le moment de provoquer un accident. » Je fronçai les sourcils. « Un accident ? Mais t'es vraiment grave, toi. Que veux-tu qu'il se passe ? Je te signale que tu fais 2 têtes de plus que moi. Je ne vais pas arriver à te casser en 2 juste avec mon index. » Je plaçai le coupable à la hauteur de ses yeux pour lui montrer à quel point il était inoffensif. Mon regard resta alors accroché à mon doigt, dont l'extrémité brillait d'une douce lueur bleutée. « C'est quoi ce merdier ?» chuchotai-je, sans pouvoir détacher les yeux de mon index. Stan m'attrapa par le coude et me conduisit au canapé. Je me laissai tomber dessus tout en fixant la lueur bleutée. C'était plutôt joli. Flippant, mais joli. Moi ? En état de choc ? Non, pas du tout. Erika ? Je ne répondis pas. Erika, reprit-il doucement, regarde-moi. Je me forçai à détacher mon regard et à le tourner vers lui. Il eut un petit mouvement de recul. Tes yeux sont complètement noirs. Il faut que tu respires lentement, Erika. Que tu te calmes. Autrement, la situation va déraper. Je fis un petit oui de la tête. Sur le coup, je savais qu'il avait raison. Il m'attrapa les mains, puis captura mon regard. Calque ta respiration sur la mienne. Il prit une grande inspiration. Je fis de même.
Je suivis son rythme plusieurs minutes. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Petit à petit, je me détendis et je vis le visage de Stan se décrisper. Au bout d'un moment, il reprit la parole. « C'est bon, tu es de nouveau dans ton état normal. Je crois qu'il est préférable que tu gardes ton calme. » La bête avait donc peur de la belle. Malgré tout, j'acquiesçais. Je n'osais plus bouger. « Qu'est-ce qu'il m'arrive ?» dis-je au bord des larmes. Il attrapa une enveloppe dans la poche arrière de son jeans et me la tendit. « Je pense que tu devrais commencer par lire ça. Nous en parlerons ensuite. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Une lettre de ta mère. »« Ma mère ? Mais je l'ai eue au téléphone il y a une demi-heure. Elle me l'aurait dit si elle m'avait écrit une lettre. » Il leva les yeux au ciel. « Lis. » Je saisis l'enveloppe et, après avoir hésité 2 secondes, la décachetai. « Erika, ma fille, mon amour. Si tu lis ces mots, c'est que ton 22e anniversaire approche et que tu dois connaître ton histoire. Ta vie s'apprête à changer du tout au tout, et je me dois de te l'expliquer. Je suis Aria, ta mère biologique, celle qui t'a porté pendant 9 mois, qui t'a donné la vie, qui a pris soin de toi jusqu'à tes 3 ans. À l'heure où j'écris ces mots, je m'apprête à traverser l'épreuve la plus difficile qu'il m'ait été donné de vivre. T'abandonner. Je fais partie, tu fais partie du clan des Orlaï, un des plus puissants clans de sorcières encore existants. Mes pouvoirs sont immenses, et je n'ai jamais rencontré de sorcier aussi puissant que Nicolas, ton père. À ton 22e anniversaire, ces pouvoirs seront les tiens, et tu devras apprendre à les apprivoiser petit à petit. Sache que ce n'est pas parce que nous ne t'aimons pas que nous t'abandonnons. Bien au contraire. Nous sommes en danger. Certaines personnes voudraient nous rallier à leur clan pour utiliser nos pouvoirs, mais ton père et moi avons toujours refusé de rejoindre qui que ce soit, et encore plus des êtres de ce genre. Nous devons te protéger, te cacher, te sortir totalement du monde dans lequel tu aurais dû grandir. Ton père et moi allons mourir, je le sais, j'en ai conscience. Mais tu ne dois pas tomber entre leurs mains. Ton pouvoir sera immense, même encore plus que ce que je peux imaginer. S'ils arrivaient à savoir où tu es, ce serait la fin de tout. Ils t'enlèveraient, t'éduqueraient, te façonneraient et se serviraient de toi comme bon leur semble. Et ça, je ne peux m'y résoudre. Ma fille ne sera pas au service du mal. Jamais. Cette lettre, si tout s'est bien passé, a dû être remise par ta mère ou ton père, ceux qui t'ont élevé pendant toutes ces années. Tu ne dois pas leur en vouloir de ne t'avoir rien dit. Ils ne le pouvaient pas. Je m'en suis assurée par un sort les empêchant d'évoquer le sujet. Celui-ci sera levé à la lecture de ce courrier. Tu pourras alors leur poser toutes les questions que tu veux. Si c'est Stan qui te la remet, c'est que les choses ne se déroulent pas comme il faut. Je veux que tu t'en remettes à lui pour la suite des événements. Il a pour ordre de te protéger, même au péril de sa vie, et je sais qu'il me sera fidèle, même à travers la mort. Je dois te laisser, mon amour. Nous devons nous mettre en route. Pardonne-moi le sortilège d'oubli que je vais être obligée de te lancer, mais tu es déjà tellement vive d'esprit pour une petite fille de 3 ans que je sais que, sans ça, tu n'oublieras jamais. Ta grand-mère, ma mère, devrait pouvoir t'aider dans ton apprentissage. Demande à tes parents ou à Stan de te conduire à elle. Je t'aime, mon amour. Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Nous serons éternellement dans un coin de ton cœur. Maman. Au moment où mon regard effleura le point final, la lettre prit feu
et des flammes bleues vinrent lécher mes doigts sans me brûler. Le papier se consuma lentement et sous mes yeux se transforma. Une petite carte apparut sur laquelle se dessina un symbole. Une lune et un soleil entrelacés. La marque. Je l'effleurai du bout des doigts. À l'instant où ces derniers se posèrent dessus, tout me revint en tête, comme si on venait de lever un voile dans mon esprit. Je me souvenais de tout. Mes parents, mon enfance. Cette nuit-là, de la tristesse et du désarroi qui émanaient de ma mère, je la revis, accroupie devant moi, me serrant dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Elle me ressemblait tant, ou plutôt je lui ressemblais. Stan avait raison. Mon père était là aussi, digne, mais le visage fermé, les traits tirés. Il m'avait embrassé, serré sur son cœur, répété qu'il m'aimait. Je vis Stan également qui les accompagnait. Puis ils étaient partis, me laissant avec ceux qui devinrent mes parents. Malgré le choc de ces révélations, malgré la peur que je ressentais, mon cœur se gonfla de tristesse et ma gorge se serra. Une larme vint s'écraser sur la carte que je tenais entre mes mains. Un prénom franchit mes lèvres. Gordon. Un mouvement sur ma droite attira mon attention. Stan se pencha vers moi. « Tu te rappelles alors ?» Je hochai la tête. Ça va grandement nous faciliter les choses. J'avais peur que ça ne fonctionne pas. Je le fusillai du regard. Ma mère était une sorcière exceptionnelle, si ce n'est la plus grande. Comment cela aurait-il pu rater? Il leva les yeux au ciel. Je ne veux pas salir la mémoire de ta mère, Erika, mais en règle générale, les sorts ne tiennent pas aussi longtemps. Quand j'ai vu que tu ne te rappelais de rien, j'ai eu peur que ta mère ait un peu forcé la dose et effacé toute ta mémoire. En le regardant, quelque chose titilla mon esprit. Il n'avait pas changé d'un pouce depuis mes 3 ans. Au fait, t'es quoi, toi, au juste? Non, parce que tu n'as pas pris une ride en 19 ans, si t'es juste humain, je veux bien connaître tes secrets de beauté. Tu ne t'en rappelles pas? Je secouai la tête. Je suis un vampire. J'éclatais de rire. Sérieusement, un vampire, tu déconnes, hein? Il me fixa sérieusement, sans rien dire. Un frisson me parcourut. Je repris. Non mais, t'es sérieux? Un vampire? Tu crois vraiment que je vais gober ça? Parce qu'être une sorcière, c'est plus logique. J'étudiais la question en faisant la moue. Donc, t'es sérieux? Il acquiesça. J'eus un haut le cœur. Bark! Quand j'entends vampire, je pense à sang. Tu te nourris vraiment de sang? Il hocha la tête à nouveau. Je dus prendre une grande respiration pour ne pas vomir. Bah merde, tiens! Moi qui suis végétarienne, je t'interdis de te nourrir devant moi. Puis je portai ma main à la bouche. Une idée venait de me traverser l'esprit. Et je t'interdis de te nourrir de moi? Il me fit un grand sourire et me dévoila pour la première fois ses canines, comment dit-on, en érection? Pas très flatteur. Bref, il me dévoila ses canines. Son regard était dur, son sourire féroce. Un nouveau frisson me traversa, mais ce coup-ci c'était plus de peur que de dégoût. Je pris quand même mon courage à 2 mains pour rétorquer. Non, franchement, c'est super sexy. Je suis certaine que tu as beaucoup de succès comme ça. Il rétracta son dentier de la mort avant de me répondre d'une voix grondante. Je ne peux même pas goûter un petit peu. Je lui donnai une tape sur le bras en le menaçant de mon index, à peine tremblotant. Tu n'as pas intérêt. Je te préviens que si tu t'approches de ma gorge ou de n'importe quelle autre artère, je te transforme en souvenir. Il me fit un vrai sourire. Ne me tente pas. Je le coupais dans son délire en m'éjectant du canapé et en tapant dans mes mains. Une brillante idée venait de naître dans mon cerveau de dégénérer. « Oh, j'y pense. Dis, tu te transformes en boule à facettes. » Il me regarda les sourcils froncés,
ne comprenant visiblement pas ma question. Ah bah c'est sûr que pris au pied de la lettre, ça ne voulait pas dire grand-chose. Je tentai donc de lui expliquer. Mais oui, tu sais, comme dans le film. Je claquai des doigts pour aider le titre à me revenir en tête. Tu sais, le film avec des vampires. Tu sais, le film avec des vampires. Celui où ils peuvent sortir en plein jour, mais où ils se transforment en vampires à paillettes dès qu'ils sont trop exposés au soleil. Twilight, grogna-t-il. Oui, c'est ça, m'exclamai-je en sautillant dans la pièce. Alors? Il secoua la tête et me saisit par le bras pour me forcer à me rasseoir à côté de lui. Ça suffit maintenant, Erika. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais de toi. Alors, tiens-toi tranquille un peu. Je le regardai en coin. Et si moi je préfère faire une crise de déni? Il me fusilla du regard et une nouvelle fois me dévoila ses canines. Je me reculai dans le canapé. Il était quelque peu effrayant quand il voulait. Mes hormones, elles, les traîtres, étaient en train de jouer des maracas et des castagnettes en se déhanchant sur un tube digne du carnaval de Rio. Nous n'avons pas le temps pour une crise de déni, Erika. Je sais que tout cela ne doit pas être facile à gérer, mais tu dois te concentrer. Il était très drôle aussi. Oh, eh bien, excuse-moi. Je suis vraiment désolée d'essayer de ne pas penser au fait que mes parents ne sont pas vraiment mes parents et que je suis la fille d'une grande lignée de sorciers. C'est vrai que c'est tout à fait commun et qu'il n'y a pas lieu d'être désemparé. De quoi veux-tu parler alors? De Gordon. Le prénom me fila la chair de poule. Pourquoi Gordon? Eh bien, peut-être parce qu'il te cherche et qu'il ne te veut pas forcément du bien. Pourquoi crois-tu que je sois là? Chapitre 5. Est-ce que tu sous-entends qu'il ne souhaite pas m'inviter à dîner et me faire un câlin sur le pas de la porte en me raccompagnant? Stan soupira et se passa la main sur le visage. Je crois bien que je commençais à le fatiguer. Mais est-ce qu'un vampire, ça se fatigue d'ailleurs? Je m'apprêtais à lui poser la question quand il reprit la parole. Écoute, Erika, Gordon est loin, même très loin d'être un tendre. Il a tué tes parents biologiques, tué quasiment tout ton clan d'ailleurs. Il ne reste plus que ta grand-mère et quelques membres éparpillés. Aujourd'hui, c'est toi qui es dans son viseur. Je ne sais pas comment arriver à garder ton attention plus de quelques minutes, mais peut-être que si je te raconte quelles sont ses spécialités... Je déglutis et levai la main devant moi. Toute envie de rire venait de me quitter. C'est bon, je t'écoute. Il me fit un petit sourire satisfait. Je me retins de lui tirer la langue. Pour le coup, je ne suis pas certaine que j'aurais eu l'air crédible. Bien, ajouta-t-il. Maintenant, appelle ta mère. Elle doit être dans tous ses états. Je n'ai pas envie qu'elle nous dérange plus tard. Rassure-la, dis-lui que tout va bien. Ensuite, nous parlerons. Je le fixai quelques secondes les sourcils levés et me mordis la langue pour ne pas lui demander si je devais également l'appeler chef et me mettre au garde à vous. Apparemment, ce n'était pas le meilleur moment pour lui révéler l'étendue de mon merveilleux caractère, ainsi que toutes ses facettes. De toute façon, si, comme je le soupçonnais déjà, nous devions passer beaucoup de temps ensemble dans les prochains jours, il aurait amplement le temps de s'en rendre compte. Autant ne pas lui dévoiler tous mes talents immédiatement. Avec le cœur plus léger et un immense sourire intérieur, je me levai du sofa pour récupérer mon téléphone. Les doigts un peu tremblants, je cherchais le numéro de téléphone de mes parents dans mes contacts. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que le fait que je sois au courant allait changer quelque chose à nos relations? Ma mère répondit à la première sonnerie. Elle ne s'était visiblement pas rendormie. « Allô » souffla-t-elle d'une voix rauque et tremblotante. « Maman, c'est moi. » Je ne savais pas comment continuer. Apparemment, elle non plus, car elle ne dit rien pendant plusieurs secondes. J'entendais son souffle à l'autre bout, mais elle restait silencieuse. « Écoute, maman, Erika. » Nous parlâmes en même temps. Je la laissai continuer. « Nous sommes désolés de ne pas avoir pu te parler de tout ça pendant toutes ces années. » Sa voix se cassa, mais elle reprit. « Nous t'aimons, Erika. Tu es et resteras notre fille. Nous t'avons élevée, et même si je ne t'ai pas mise au monde, je suis ta mère.
Tu peux compter sur nous encore et toujours. Nous serons toujours là pour toi. » Des larmes me montèrent aux yeux. Tout cela, je le savais, mais ça faisait tellement de bien à entendre. Les souvenirs de mes parents biologiques m'étaient certes revenus, mais ce n'étaient malheureusement pas eux qui m'avaient élevée, pas eux qui m'avaient vu grandir, qui m'avaient soignée, qui avaient assisté à toutes mes premières fois. Merci, maman. Je dois aussi vous dire que je vous aime de tout mon cœur. Je n'ai pas vraiment le temps de m'étendre là-dessus pour le moment, mais je vais tâcher de venir bientôt. Je crois que nous pourrons discuter de tout un tas de choses. Ton père est à côté de moi, tu veux lui parler? Je secouai la tête, chose absolument inutile quand on est au téléphone, et je jetai un coup d'œil à Stan. Non, pas pour le moment. Stan et moi devons encore avoir une grande conversation. Embrasse-le pour moi. Dis-lui bien que je l'aime, que tout ça ne changera rien. À son tour, ma voix se cassa. Une larme coula sur ma joue. Je vous rappelle demain. Comme ce sont les vacances, je pense que je vais prendre quelques jours de repos au boulot pour venir vous voir. Bisous, maman. Ma mère renifla avant de répondre. Bisous, ma fille. Je t'aime. Moi aussi, maman. Lorsque je retirai le téléphone de ma joue, il était trempé. Je l'essuyai sur mon jeans avant de le mettre dans ma poche arrière et de reprendre place à côté de Stan. Il me contempla quelques secondes avant de prendre la parole. Bien, maintenant passons aux choses sérieuses. Ah, bah oui, c'est vrai que pour le moment c'est une partie de plaisir, rétorquai-je. Il ferma les yeux quelques secondes et prit une grande respiration. Il n'avait absolument aucun humour. Nous étions mal barrés. Est-ce que je peux poser quelques questions avant que tu m'expliques? Il me regarda, étonné. Tu demandes l'autorisation? Tu t'améliores? Je serrai les dents. Il ne fallait pas que j'oublie que j'avais en face de moi un vampire, et que, pour ce que j'en savais, il pouvait peut-être me tuer d'un simple regard. Il allait d'ailleurs falloir que je me penche un peu plus sérieusement sur son cas. On n'a pas aidé d'être une sorcière et de ne rien savoir des vampires. Et des sorcières. J'avais beau avoir retrouvé des souvenirs. Je n'arrivais pas à faire le lien entre la Erika de 3 ans et celle de 22 ans. Je n'avais pas l'impression que nous parlions de la même personne. Je posai les pieds sur la table basse avant de me lancer. « Est-ce que tu peux m'en apprendre plus sur la marque ?» Il acquiesça. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, il s'agit de celle de ton clan. Les Orlaï. Tous les membres la possèdent. Les hommes sur l'avant-bras, les femmes sur la nuque. Les premiers traits apparaissent autour des 5 ans, en même temps que les premières capacités magiques. Les enfants appartiennent d'office au clan de leur mère, et si un homme vient à changer de clan, sa marque se modifie avec le temps. Chez les jeunes, elle se complète au fil des années pour être terminée le jour de leurs 22 ans, au moment où ils reçoivent leur plein pouvoir. Je le fixai intensément, buvant ses paroles. Tout ceci réveillait en moi de vieux souvenirs. Des fêtes auxquelles je n'avais pas le droit d'assister. Des jeunes riant et criant, bras dessus, bras dessous, et des adultes les contemplant sourire aux lèvres. Et que s'est-il passé dans mon cas? Lorsque Gordon s'en est pris à ton clan et que ta mère a décidé de te mettre à l'abri, elle a fait en sorte que tes pouvoirs et ton évolution s'arrêtent. Mais pourquoi? Il me regarda avec ce qui me sembla être de la compassion. Parce que ta mère savait que personne n'en réchapperait. Elle était la plus puissante des sorcières que j'ai jamais vues. Mais ton clan ne pouvait rien face à Gordon et ses troupes. Vous n'étiez plus suffisamment nombreux pour lutter. Les plus jeunes, sur demande des adultes, sont partis, quittant le clan et s'éparpillant à travers le pays. Tes parents ont pris la décision de te laisser à la charge de ta nouvelle famille et de bloquer tes souvenirs ainsi que tes pouvoirs. Je réitérai ma question. Mais pourquoi? Pourquoi Gordon s'en est pris à mes parents, à mon clan? Gordon est un maître vampire très puissant. Il aime être entouré et soutenu par les plus puissants membres des clans des autres êtres surnaturels. Je fronçai les sourcils et me penchai pour attraper ma tasse de café qui trônait toujours sur la table basse. Il était froid, mais tant pis. C'est-à-dire? Il a sous sa coupe la meute de loups-garous la plus puissante du pays.
Je m'étouffais avec ma gorgée de café. Des loups-garous? Tu déconnes? Il me contempla, impassible. Visiblement, ce n'était pas une blague. Je lui fis signe de continuer. Ce sujet de conversation m'intéressait, mais ce serait pour plus tard. Les loups-garous travaillent pour lui à plusieurs niveaux. Déjà pour tout ce qui nécessite de sortir la journée, mais aussi pour tenir les lieux qui lui rapportent de l'argent, boîtes de nuit, bars, pubs, restos. Il s'occupe également de la sale besogne. Intimidation, meurtre si besoin. Jusqu'à il y a 25 ans, il était également accompagné d'un grand sorcier. Les sorciers sont très importants dans le monde des vampires. Ils mettent en place les protections des lieux de vie. Ils lisent l'avenir. Ils combattent si besoin. Ils intimident énormément. Mais celui-ci a été tué lors d'une bataille, et le reste du clan a décidé de quitter Gordon. Il les a laissés faire. De toute façon, sans son premier lieutenant, le clan n'était plus assez fort. C'est à ce moment-là qu'il s'est mis en quête d'un nouveau sorcier, et qu'il s'est intéressé à ta mère. Il fit une pause, m'interrogeant du regard, et comme je ne dis rien, il reprit. Ta mère était à cette époque la plus redoutable des sorcières, et combiné à ton père, il formait le couple le plus convoité du monde surnaturel. Gordon a fait des pieds et des mains pendant des années pour les faire venir à ses côtés. Il leur a fait miroiter des richesses, du pouvoir, tout ce dont le commun des mortels pourrait rêver. Tes parents ont toujours refusé. Au bout de 5 ans, il a perdu patience et s'en est pris au clan. Il a menacé ta famille de tuer tout le monde s'ils ne venaient pas le rejoindre. C'était mal les connaître. Les plus âgés ont décidé de combattre et de mettre les plus jeunes à l'abri. Ta mère savait qu'il mourrait. Elle en avait eu la vision. Toutefois, elle préférait mourir plutôt que de servir Gordon. Tous les membres du clan qui ont participé à la bataille ont disparu. Je vais t'épargner les détails, ils sont trop horribles, mais si ça peut te rassurer, les pertes ont été aussi très lourdes du côté des vampires. Ta mère a refusé que ta grand-mère se batte. Elle la voulait vivante et prête à t'aider dans le futur lorsque tu en aurais besoin. Je me demande jusqu'où pouvaient aller ces visions, mais ça y ressemble étrangement. Je le fixais plusieurs secondes sans rien dire, essayant de digérer les informations. Le prénom de Gordon ne m'était pas inconnu. J'en avais beaucoup entendu parler quand j'étais petite. Ce n'était pas pour rien qu'il me donnait des frissons. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.